Hello. Salut les gens, est-ce que vous m'entendez? Je viens de brancher mon casque que j'avais paumé complètement à l'arrache, donc ça se trouve c'est beaucoup trop fort, ça se trouve c'est pas assez fort, ça se trouve vous m'entendez pas du tout. Oh là là, mes cheveux, ça se voit que j'ai pas passé une brosse dans mes cheveux de la journée. Que je prenne un peu vos messages. Hop. Salut. Salut Nadakola, merci beaucoup pour cet abonnement. Salut Chut Chut, salut Chino, les fidèles au poste. Salut l'acier de Nix, comment allez-vous?
Ah, vous m'entendez bien. Ok, super. Merci beaucoup, Chino. Comment allez-vous? Je commence par un petit peu de news. Euh, Salut, bon chic, bonjour. Si je me trompe pas, hein, on dirait bien que ce pseudo c'est Bon Chic Bonjour. Jessica de Bon Chic Bonjour, membre éminent de la sororité. Comme on l'a dit. Ah, dommage. Comment dire? Qu'est-ce que je veux dire? Oui, je voulais commencer simplement par vous donner des petites news parce que bon alors c'est pas que ma vie privée vous passionne ou quoi, ni vous regarde d'ailleurs, mais on a enfin trouvé avec Babe qui vient de partir, on a enfin trouvé quelqu'un qui accepte de nous louer un appartement avec une pièce en plus. Donc ça veut dire que bientôt j'aurai un bureau. Donc on va déménager dans le courant du mois août. L'été va être sportif parce que déménagement de moi, déménagement de ma grand-mère en résidence senior, déménagement, non, ça va faire déjà 2 déménagements, c'est bien, mais aussi remise de dossiers, deadline assez importante, boulot, tout ça. Ça va être un été très sportif, mais toujours est-il que l'important c'est que on va avoir un appart d'ici quelques temps et que je vais pouvoir être installée un peu mieux. Alors ça veut dire que, comment dire, pendant la période de l'été, du coup, il y a toute une période pendant laquelle je vais avoir du mal à streamer, ou en tout cas faire des streams jeux vidéo, etc. Parce que sûrement que la console sera dans les cartons, que bon, on va mettre un peu du temps à s'installer d'un point de vue technique. Mais une fois que ce sera fait, normalement, j'aurai enfin un vrai fauteuil parce que je vais investir dans un fauteuil parce que j'en peux plus de streamer des heures sur cette espèce de BZ de merde qui me fait super mal au dos et avec un bureau en face de moi et tout, ça va être incroyable. Donc une fois qu'on sera bien installé, même s'il va y avoir une période de flou, normalement je pourrai faire des streams plus réguliers et un peu plus cool. Voilà. Euh, oui, la Judith Streaming Company va commencer, absolument. Une pièce en plus dans la région parisienne, ouais, on désespérait franchement de réussir à trouver ça, Dark Chirac, mais on est tombé sur un proprio qui a accepté notre dossier, bien qu'il soit pourrave, enfin, pourrave, pour la région parisienne en tout cas. Donc voilà, ça c'est cool. Merci à lui. Et donc bref, on est trop content, trop stressé aussi du déménagement qui approche parce que comme vous le savez, ça va être beaucoup de travail, aussi bien la manière dont on va devoir rendre l'appartement actuel et tout ce qu'on va devoir installer dans l'appartement suivant. Ça va être des dépenses, etc. Donc vraiment, enfin, période très stressante. Je vais pas vous apprendre ce que c'est qu'un déménagement, mais voilà, j'ai beaucoup déménagé dans ma vie, enfin en tout cas dans mon enfance parce que mes parents ont beaucoup déménagé pour plein de raisons diverses. Donc j'ai déménagé 15 000 fois, mais jamais à l'âge adulte en étant moi-même responsable du déménagement. Donc c'est excitant et stressant à la fois. Soon la sponsor Oli, alors non. D'ailleurs, d'ailleurs, j'ai reçu il y a quelque temps un mail, alors je sais pas à quel point il est authentique ou pas, mais je pense que oui, un mail de la marque Oli qui me proposait justement, enfin qui me demandait combien je prendrais pour une collab. C'était pas très poli de ma part, mais j'avoue que j'ai ghosté le mail. C'était pas très gentil, mais parce que je me suis posé la question de est-ce que j'accepte ou pas, parce que d'un côté besoin de thunes et en même temps Oli. En fait, au départ, je voulais dire non parce que je m'étais dit c'est hors de question que je fasse la promotion de produits qui soient pas vegan ou qui, au minima, proposent pas une gamme vegan identifiée et relativement complète. Et en fait, j'ai vu ensuite sur leur site internet que normalement leurs produits sont vegan. C'est pas un aspect qui est beaucoup mis en avant leur marketing, mais leurs produits sont censés être vegan. Et en même temps, je me disais ça me va quand même pas parce que d'un point de vue écolo, ça a pas l'air top. D'un point de vue nutritif, ça a l'air. Moi, j'aime pas leurs produits déjà, ne serait-ce qu'en termes de goût. Donc je me disais à quel point est-ce que je me sens vraiment de recommander aux gens un truc que même moi je trouve pas bon et faire semblant de trouver ça bon. Je sais que j'ai besoin de thunes, mais quand même, enfin je veux dire, au bout d'un moment, j'essaie de vous respecter un minimum, même quand je fais des partenariats ou quoi, donc j'aimais pas trop cette idée, et j'ai pas envie de vous mentir ou quoi, et au-delà de ça, ouais, d'un point de vue écolo, je trouve pas ça top, tous leurs shakers en plastique, et je pense vraiment que d'un point de vue nutritif, et en tout cas, je trouve que ça sent vraiment le machin chimique. Alors eux, ils disent que c'est des trucs plutôt healthy, plutôt naturels et tout, mais en vrai, quand on regarde le détail de la compo, et ce qu'on sent au goût, c'est vraiment pas l'impression que ça donne. Donc je me suis dit, psychologiquement, j'arrive pas à dire. J'ai eu du mal à ce moment-là à me dire, vas-y, je dis non à une marque qui me demande quel est mon prix, ce qui est déjà relativement rare. Donc je m'assois peut-être sur un chouette contrat, mais en même temps, je me vois pas dire oui non plus. Donc j'ai juste pas répondu. Voilà. Unprofessional as fuck, mais c'est comme ça. Euh, Pardon.
HelloFresh, franchement, HelloFresh, ça me dérangerait pas. HelloFresh font des trucs plutôt cool. C'est pas un truc que j'adopte moi au quotidien, mais ça se trouve un jour ça viendra, je sais pas. Enfin, HelloFresh, j'aurais pas de gros problèmes éthiques à faire une sponsor avec eux. Pourquoi pas? Jusqu'à ce qu'on me démontre. Sauf si, voilà, on me démontre effectivement un jour que HelloFresh ça va pas du tout, mais sur le papier, voilà, j'aurais pas trop de mal à recommander ça. Emma, pareil, à voir, je me suis pas du tout renseignée sur la conception de leur matelas ou quoi, mais le sommeil c'est important. J'ai besoin d'avoir du bon matos de literie que j'ai jamais eu, que j'ai jamais eu parce que j'ai beaucoup de problèmes de sommeil. Alors en vrai, c'est pareil. Bon, en même temps, ça n'a vraiment rien à voir avec ma ligne édito, mais c'est pas comme, enfin. C'est vrai que c'est important d'avoir du bon matos de literie, donc j'aurais pas l'impression de vendre mon ammoniable en recommandant aux gens, avec des codes promo, etc., des bons matelas. Voilà, je vérifierai juste avant, effectivement, que c'est plutôt de la bonne cam, que je recommande pas n'importe quoi aux gens, mais sur le papier, bon, c'est pas, je trouve pas ça atroce, quoi. Cyberghost, on le fait avec écran large, donc je peux rien dire. Enfin, je peux rien dire. C'est-à-dire que du coup, je peux pas critiquer en tout cas, mais enfin, a priori, j'ai pas tant de problèmes. Euh, Imagine moi qui viens de prendre un crédit sur 25 ans pour ma maison, et le même mois, on apprend que je vais perdre mon emploi. Ah ouais? Ah merde, putain, courage! Quel enfer, Jacques Chirac. Je suis désolée, je prends un peu de vos nouvelles et tout, mais je vous rassure, les gens qui sont pas là pour ça, on va vite commencer le stream, hein, mais putain, je suis désolée, Jacques Chirac, c'est l'enfer. Euh, Salut le guidron! Tu, tu, tu. Ma meilleure voix vidéo promo, j'en ai pas d'autre en fait. On la connaît sur la chaîne écran large, ouais. Euh, Oui, bah du coup le message est passé effectivement, je pense, mais bon. Ouais, Dark Chirac, après, voilà, c'est effectivement, je veux bien te croire que HelloFresh c'est pas tout clean, j'en sais rien en vrai. C'est vrai qu'on m'a déjà fait remarquer, parce que j'ai quand même des gens autour de moi qui utilisent HelloFresh et qui en sont très contents. En revanche, ils me font tous un petit peu la remarque de le problème, c'est quand même les emballages individuels en plastique. Ça draine, enfin, ça brasse quand même pas mal de plastoc, et ça, c'est vrai que ça me fait chier. Et en même temps, voilà, c'est vrai que c'est difficile dans ce magnifique système capitaliste dans lequel nous vivons de réussir à se faire un peu des thunes avec ce genre de partenariat tout en recommandant des choses qui sont 100% clean. Voilà, on le sait, c'est compliqué, enfin ça n'existe pas en vrai, donc bon, faut toujours réussir à faire la part des choses un peu au cas par cas. Bref, assez de ma vie de fausse influenceuse de merde. Nous sommes là pour parler de quelque chose de beaucoup plus intéressant, à savoir The Ugly Stepsister, le film d'horreur du moment qui est vraiment une perle, une perle. Alors, spoiler, j'adore le film. Je répète d'ailleurs que dans les streams critiques, on va spoiler intégralement le film. Enfin, en tout cas, je vais pas me priver du tout de parler de toutes les étapes du film, y compris la fin. Donc si vous n'avez pas encore vu The Ugly Stepsister, et je vous le recommande extrêmement chauvement, putain, extrêmement chaudement, soit vous pouvez arrêter ce stream ici et venir voir le replay plus tard, soit vous pouvez décider que vous en foutez d'être spoilé et rester. Salut Azazel, merci beaucoup pour cet abonnement. Colossal Barbastrel, incroyable. Voilà. Donc je répète d'ailleurs, si jamais il y a un modo qui veut bien épingler un message pour dire qu'il y a des spoilers, comme d'habitude j'ai oublié de le faire, n'hésitez pas, je veux bien. The Ugly Stepsister, c'est un film. Je prends mes notes. Hop. C'est un film réalisé par... Waouh, le train de la hype approche. C'est un film réalisé par Emily Bischfeldt. Alors, Blichfeld, pardon, je savais que j'ai oublié une lettre. Évidemment qu'il est probable que tous les noms que je vais prononcer pendant ce stream, à part Cendrillon, soient extrêmement mal prononcés, je m'en excuse. Emily Blichfeld, c'est une réalisatrice norvégienne. Donc même si le film est une coproduction norvégienne, danoise, allemande aussi, je crois, etc. Merci Dark Chirac pour le sub. Sachez voilà, que je vais tendance à avoir dire que c'est un film norvégien, tout simplement parce que la réalisatrice est norvégienne, mais voilà, c'est différents pays qui sont à la production de ce film. C'est une adaptation horrifique de Cendrillon, et je précise d'ailleurs que j'avais très peur en fait de ce film. Enfin, je me doutais qu'il y avait des chances que je l'aime, mais j'en avais très peur, je vais pas trop vous en dire, mais j'en avais très peur parce que, et j'avais raison en fait d'en avoir peur, parce que ça fait plusieurs années qu'avec mon compagnon, on essaye de développer en court-métrage une version horrifique de Cendrillon qui soit féministe et anticapitaliste, et qui renverse en fait complètement le paradigme du conte original avec du body horror, enfin à base de body horror et à base d'esthétique fantastique,
pictural, etc. Et en fait, le truc c'est que tout ça c'est exactement ce que fait The Ugly Stepsister. Alors on n'était pas parti sur la même idée en termes d'exploitation du body horror. Techniquement on n'a pas la même histoire exactement, mais enfin en fait les grandes thématiques sont là, certaines idées esthétiques sont là. Encore une fois, l'idée de renverser complètement le conte et d'utiliser le prisme du body horror, c'est là. Et donc en fait avec mon compagnon, parce que ça fait vraiment là, ça commence à faire vraiment longtemps qu'on est en fait tombé amoureux de cette idée de scénario, qu'on a écrit le scénario, qu'on a rencontré des productrices, qu'on cherche des financements et qu'on n'arrive pas à les avoir, mais qu'on tient encore et qu'on essaie de trouver toujours plus de plans pour voilà. Et en fait là le truc c'est que alors que c'est vraiment, enfin, ces dernières années, ça a vraiment été le projet de notre vie. Et en fait, la sortie de The Ugly Stepsister, ça signe vraiment, a priori, ça signe l'arrêt de mort en fait de notre projet. Enfin, j'ai pas dit ça devant nos productrices, je sais pas ce qu'elles vont en penser, je sais pas ce que, voilà, mais en fait, c'est très dur pour nous en fait psychologiquement le fait que ce film existe. Et ça m'empêche pas de trouver qu'il est, enfin, qu'il est vraiment génial. Hein, on va en parler. Donc, je vais mettre tout mon ressentiment personnel qui n'atteint absolument pas la qualité du film pour vous en parler avec tout l'amour par ailleurs que je lui porte, mais c'est très bizarre en fait d'être à la fois très fan de ce film et en même temps extrêmement amer vis-à-vis de ce que ça représente pour notre projet personnel quoi. Mais bon, c'est souvent comme ça dans le cinéma. Salut Well Well Wells. Cendrillon qui tue sa belle-mère à la fin. Non, pas tout à fait la Sidonix. Il pourrait y avoir des films comme ça, mais enfin quoi qu'il doit y avoir des versions du conte où ça existe d'ailleurs, mais là c'est pas le cas. Ouais, ça fait longtemps qu'on travaille sur ce projet. Vraiment, j'étais trop contente parce que quand je suis partie en réunion, enfin, pas en réunion, en résidence à Cannes, parce qu'avec le CNC Talent, quand vous obtenez le CNC Talent pour votre chaîne YouTube, pour un projet YouTube, je rappelle, le CNC Talent, c'est une aide proposée par le CNC, mais dédiée spécialement à la création web. Donc vous y avez droit, soit quand vous gagnez un prix en festival de court-métrage par exemple, soit quand votre chaîne a plus de 10 000 abonnés, vous pouvez demander le CNC Talent en montant un projet qui correspond à pardon, en montant un dossier qui correspond à un projet que vous avez envie de lancer et vous demandez voilà, cette aide du CNC. Après, on vous l'accorde ou pas à telle ou telle hauteur, mais bon, moi j'avais eu la très grande chance de l'obtenir pour 2 projets. Le projet de ma chaîne YouTube. J'avais fait d'abord une première saison de vidéo par moi-même autoproduite et ensuite pour la deuxième saison j'ai été accompagnée d'un producteur pour qu'on demande le CNC Talent et que j'ai une dizaine de vidéos qui soient financées par le CNC Talent. Et ensuite j'avais de nouveau eu l'aide pour mon court-métrage Les Trois Sorcières qui n'est pas encore sorti mais j'espère avoir bientôt des nouvelles. Pour Les Trois Sorcières, voilà. Et donc en fait quand on a... Merci la Sidonie, vous n'êtes pas obligé de me dire à tes souhaits à chaque fois parce que depuis que j'ai aidé à faire le tri chez ma grand-mère ce week-end, j'ai les yeux, donc j'ai trifouillé dans la poussière et tout, et je dois devenir de plus en plus allergique parce que depuis je n'arrête pas d'éternuer et d'avoir les yeux qui me grattent et me brûlent. Donc si je passe le stream à éternuer, à me frotter les yeux, c'est normal. Ne vous encombrez pas à chaque fois de me dire à tes souhaits, ce genre de choses. Mais oui, donc parce que j'ai touché le TNC Talent, j'ai été... Enfin, j'ai pu partir dans la résidence cannoise du CNC Talent, c'est-à-dire que tous les ans, le CNC Talent, en accord avec YouTube, envoie certains de leurs talents, en tout cas de leurs créateurs, en résidence pendant le festival de Cannes. Donc on reste pas tout le festival, mais on reste une dizaine, non pas une dizaine de jours justement, 5 jours, 5 ou 6 jours, un truc comme ça, où pendant 5 ou 6 jours, on va rencontrer plein de professionnels. On voit pas beaucoup de films, mais on va rencontrer des professionnels. On va assister à des tables rondes, on va participer à des tables rondes, on va faire plein de trucs intéressants. C'est très sportif comme semaine. Et donc moi l'année où j'y étais, où j'ai la chance d'avoir été sélectionnée, on a eu droit à une sorte de speed dating entre nous, les créateurs de la résidence, et des jeunes producteurs indépendants, de l'association des jeunes producteurs indépendants. Et donc c'était génial parce que on a chacun fait un tour de table. Pendant 5 minutes, on parlait à tel producteur, ensuite au bout de 5 minutes, on parlait au producteur d'après. Enfin, c'était vraiment le système du speed dating. Et donc on pitchait nos projets et... en espérant tomber sur un producteur ou une productrice que ça intéresserait. Et moi j'ai été méga chanceuse parce qu'en fait j'ai rencontré ces 2 superbes productrices qui en fait cherchaient justement à produire du court-métrage d'horreur à faire ensemble, et je leur ai pitché l'idée de mon compagnon et moi, et en fait tout de suite elles ont dit banco quoi, elles ont adoré, et très peu de temps après on a signé, et c'était assez ouf de se dire que juste sur la foi dans speed dating comme ça dans cette résidence cannoise, bah, ça payait autant que tout de suite on ait des productrices sur le projet et tout, enfin c'était génial quoi.
Et à partir de là, bah, en fait, on y a cru à fond, forcément, avec mon compagnon. Alors, dans le cinéma, c'est ça le piège, c'est qu'à chaque fois, on y croit à fond et qu'à chaque fois, en fait, ça marche pas. Mais en fait, bah voilà, au départ, toutes les étoiles semblaient s'aligner. On avait l'impression que le projet était parfait, que telle ou telle Z allait facilement se débloquer, etc. Et en fait, évidemment, on n'a pas eu les aides qu'on voulait. Enfin, après, assez rapidement, ça a été la dégringolade. Mais on a continué d'y croire parce que c'est un projet qu'on aime énormément, auquel on tient tellement et sur lequel on a tellement bossé. Et voilà, et maintenant en fait moi j'ai un sentiment de ben ça sert à rien en fait parce que The Ugly Stepsister a déjà tout fait, alors pas avec le même pitch que nous, parce que nous notre idée c'était plutôt, je sais pas si je devrais le dire d'ailleurs, moi, tant pis je vais le dire, euh, c'est plutôt que Cendrillon vit dans un monde où tous les riches ont deux yeux et où tous les pauvres sont borgnes, et où en fait du coup pour aller au bal, parce que elle veut s'élever dans l'échelle sociale, elle va mettre non pas une pantoufle de verre mais un œil de verre. Et à partir de là, c'est à partir de là qu'il y a pas mal de body horror qui en découle, comme vous pouvez l'imaginer si vous essayez de plaquer l'histoire de Cendrillon sur l'œil de verre, mais ou l'inverse plutôt. Et et du coup voilà, c'était pas la même chose, mais c'était quand même la même direction, enfin pas la même direction artistique, mais la même direction politique, on va dire, la même envie de réécriture du conte, la même envie de critiquer les mêmes aspects du conte original, et effectivement quelques paris esthétiques, donc bref, et le body horror quoi. Donc je pense que non seulement jusque-là les gens, enfin les aides et tout, c'était difficile les guichets, c'était difficile de les convaincre avec notre pitch horrifique, mais alors en plus maintenant qu'ils vont se dire que de toute manière ça a déjà été fait, malheureusement, je pense que c'est mort. J'en suis très triste. Bref, toujours est-il que le film est génial et qu'à partir de maintenant, on va parler du film. Donc, il est sorti le 17 avril. J'espère que vous êtes allés le voir parce que je vous l'ai recommandé dans tous les sens sur les réseaux. C'est aussi le cas d'ailleurs des autres membres de la sororité. Donc, Jessica est dans le chat, mais il y a aussi Léo Yorillo, que vous connaissez si vous suivez un petit peu la sororité, qui a écrit la critique du film aussi sur le blog de Jessica. Donc le blog de Jessica, c'est Bon Chic Bonjour, sur lequel elle traite d'énormément de sujets passionnants, hein, qui touchent les représentations féminines, mais pas que, dans le cinéma de genre. Des sujets de réflexion parfois, enfin des points d'analyse très précis, au contraire de réflexions plus globales, etc. En tout cas, c'est toujours passionnant. Et voilà, Léo a publié sur le blog de Jessica sa critique du film. Donc n'hésitez pas à aller la voir. Et attendez, je vais vous mettre le lien. Et de mon côté, il y a tout simplement ma critique écrite aussi qui existe pas sur le blog, sur le site Écran Large. Donc n'hésitez pas si vous avez envie de critiques écrites et d'un point de vue différent aussi. Même si Léo a adoré le film et qu'en fait, évidemment que toutes les filles de la sororité, je pense, sont très sensibles à ce genre de messages et de propositions. Donc voilà. Mais je t'en prie, Jessica, merci à toi de faire un travail de qualité et d'héberger le travail de qualité de Léo. Donc, c'est un film, donc je le disais, réalisé par Emily Blichfeld. Alors personnellement, moi j'ai rien vu d'autre de ce qu'elle a fait, je crois que c'est son premier long métrage en plus. On y trouve, je vais vous donner le nom des personnes du casting, mais alors personnellement, moi je ne connaissais personne jusque-là. Il est possible que vous non plus, parce que c'est plutôt des gens qui jouent du coup dans des films allemands, norvégiens, etc. Et en plus, pour certains, ils sont vraiment au début de leur carrière, donc voilà. Toujours est-il que le personnage principal de la belle-sœur est joué, donc le personnage d'Elvira est joué par Léa Mirren, dont on en reparlera parce qu'elle est vachement bien. Le rôle de la marâtre est tenu par Anne Daltorp. Le rôle de Agnès Cendrillon est joué par Théa Sophie Loch Ness, et admirez un peu la classe de s'appeler Loch Ness, incroyable. La petite sœur, donc la petite demi-sœur, est jouée par Flo Fagerly, et le prince est joué par Isaac Kalmroth. Kalmroth. Roth ou Roth, je ne sais pas. Comme Tim Roth, mais comme il est probablement pas anglais, je ne sais pas. Putain, mais c'est marrant, Dark Chirac, que tu dises on peut faire rentrer ensemble. Genre, il y a quelqu'un dans le chat qui gagne l'euro-million, il s'engage à financer ton film. J'ai joué à l'euro-million, j'attends le tirage de ce soir. Et je vous déconseille de faire comme moi, parce que c'est terrible l'addiction à ce genre de jeu. Mais comme énormément de gens, et c'est pour ça que la Française des Jeux se fait de plus en plus de thunes et qu'il y a de plus en plus de gens qui jouent au jeu, c'est que en fait, la situation sociale, politique et économique de notre pays désespère tellement de gens qu'on est de plus en plus de kékés à jouer. Enfin, kékés, pardon, je dis ça parce que je m'inclus dedans, parce qu'en fait, on est un peu con d'y croire et de leur donner du fric alors qu'on ne fait que leur donner du fric et qu'on n'en gagnera jamais en retour. Mais on peut pas s'empêcher de vouloir rêver, etc. Donc j'ai joué. Et effectivement, écoutez, si je gagne la cagnotte de ce soir de 97 millions d'euros, je vous promets pas de vous donner 1 million à tous, parce que j'ai déjà promis à ma famille qu'au bout d'un moment il y aura plus rien. Je sais pas, je vous promets de vous en faire profiter d'une manière ou d'une autre, on verra.
j'achète un appart de streameuse, absolument. Bref, on revient au film, pardon. Je suis trop facilement déconcentrée, donc j'ai dit la critique de Léo, gna gna gna. Donc, je vais vous faire un rapide résumé de cette histoire. Alors, effectivement, The Ugly Stepsister raconte l'histoire de Cendrillon. Le problème, c'est que l'histoire de Cendrillon en soi, on ne sait pas exactement ce que c'est, parce que comme beaucoup de contes, de fées qu'on connaît, en fait, l'origine du conte est extrêmement difficile à trouver. Il n'y a pas de version originale réellement qui existe, parce que oui, il y a les versions de Charles Perrault, il y a les versions des frères Grimm, mais ceux-ci sont hérités souvent de traditions orales qui changent d'époque en époque et de pays en pays, donc il n'y a pas une version gravée dans le marbre d'un conte qui vale mieux qu'une autre, enfin qui, en tout cas qui soit plus officielle qu'une autre. Voilà. Non mais la Sidonix, ce qui est désespérant, c'est qu'on doive donner de l'argent à la Française des Jeux et qui nous en rendra jamais, pour en fait espérer un miracle qui nous fasse vivre une vie décente, alors qu'il faudrait juste abattre le capitalisme, c'est ça que je veux dire. Oui, alors ça, promis, je vous ferai des films, je vous ferai des films si je gagne, absolument, mais bon. Euh, Et je vous ferai un éclairage un peu plus stylé pour mes streams, mais bon. Et surtout, je vous dirais d'arrêter de vous abonner, parce que du coup, ce serait hors de question que vous me donniez de l'argent, d'aucune manière. Euh, donc, dans un premier temps, ce que je voudrais dire, donc voilà, sur cette histoire, on est sur l'histoire de Cendrillon, mais qui commence un petit peu avant l'histoire de Cendrillon telle qu'on la connaît, enfin plus ou moins. Parce que si par exemple vous reprenez le Disney, je me permets de citer le Disney, qui est évidemment pas du tout la version originale, comme on l'a dit, il n'y a pas tellement de versions originales, mais parce que le film comment dire, ne renie pas du tout l'influence du Disney enfin, dans son travail. Le film est basé sur la version des frères Grimm, je crois. Pas que. On en reparlera, mais pas que. euh, Putain, la Sidonix me lance pas sur Bérou qui veut nous retirer des jours fériés, parce que je vais jamais réussir à faire ce stream, je vais trop m'énerver. Donc en fait ça commence, donc Cendrillon est effectivement la fille d'un mec qui a un château, qui a une vie plutôt bourgeoise. La mère de Cendrillon est morte, et donc le père se remarie effectivement avec une dame qui arrive dans cette nouvelle demeure avec deux filles, et le daron meurt peu de temps après de maladie, et en fait du coup Cendrillon se retrouve à devoir cohabiter avec sa belle-mère et ses belles-sœurs qu'elle connaît à peine, et qui sont là en fait dans l'espoir elles-mêmes de réussir à subvenir un peu à leurs besoins, parce que c'est comme ça aussi dans le conte initial. La belle-mère et les belles-sœurs, elles n'ont pas d'argent en fait, et si elles se marient avec le père de Cendrillon, enfin en tout cas si la belle-mère se marie avec le père de Cendrillon, c'est pour son argent en fait, principalement dans les versions qu'on connaît le mieux. Et donc en fait au fur et à mesure, donc Cendrillon elle va petit à petit, ça commence pas tout de suite, mais va petit à petit être plus ou moins réduite en esclavage par sa belle-mère et ses belles-sœurs. Elle finit par rencontrer le prince au bal. La belle-sœur, elle aussi, essaye comment dire, de séduire le prince au bal. Elle va essayer de faire beaucoup de choses pour ça, de perdre beaucoup de poids, de se transformer physiquement sur les ordres de sa mère, donc de la belle-mère, et elle ne va pas y arriver malgré tous ses efforts. Elle va essayer, enfin, plus ça va aller, plus elle va coller un petit peu aux standards de beauté, mais ça ne va pas suffire parce que Cendrillon arrive dans sa belle robe, et le prince s'en tombe soi-disant amoureux, et en fait à la fin la belle-sœur essaye de faire entrer son pied dans la chaussure, elle n'y arrive pas, et c'est Cendrillon effectivement qui épousera le prince, et la belle-sœur reste un peu toute seule, enfin avec sa petite sœur, un peu comme une merde. On va détailler ça plus en détail en parlant. Mais en gros, c'est globalement l'histoire de Cendrillon telle qu'on la connaît, sauf qu'en fait, il y a la bascule de point de vue qui fait que l'histoire est racontée du point de vue de la belle-sœur, donc Elvira, plutôt que du point de vue de Cendrillon, et en fait, ça change tout. Euh, Alors pourquoi, en fait, pourquoi ça change tout? Parce que le problème dans Cendrillon, c'est, enfin dans le conte tel que nous l'a présenté Disney, tel que nous l'a présenté les frères Grimm, tel que nous l'a présenté Perrault, c'est que... Mais qui est rentré dans l'appart en fait? Parce que Babe il était censé être parti. Qui c'est qui est là? Allô? Babe? On va dire que c'est lui. Je suppose que c'est lui. J'espère. J'espère. Normalement, il n'y a que lui qui a les clés. Oh, pourquoi il répond pas néanmoins? Pourquoi il répond pas? Est-ce qu'il m'a envoyé un message et je l'ai pas vu? Babe?
Ah oui, c'est toi. Mais non, mais j'ai peur, moi. Mais je t'avais pas vu. Tu devais pas aller au cinéma. Ah, d'accord, il est trop fatigué. Bon, très bien. Non, c'est pas Geoffrey. Oui, Nala. Comme si Nala était était capable de me défendre. Oui, tu peux prendre ton ordinateur, vas-y. J'en suis à 15 000 interruptions dans ce stream. Je peux bien m'interrompre le temps que tu prennes ton ordinateur. Euh, Donc, comment dire, oui, le point de vue, enfin le fait de changer le point de vue, ça va en fait en soi changer l'histoire plus ou moins. Le problème de Cendrillon, donc encore une fois la version qu'on connaît jusque-là, c'est que sa morale est imbuvable. Et c'est bien ce qu'on essayait de retourner dans le projet de court-métrage dont je vous ai parlé. C'est qu'en fait, si vous écoutez un petit peu le conte de Cendrillon, la morale de l'histoire, c'est un peu que les gens beaux déjà sont beaux parce qu'ils le méritent, que en gros, si vous êtes moche, c'est qu'a priori vous êtes méchant, vous êtes quelqu'un qui n'a pas de valeur, que si vous êtes beau, vous méritez d'être riche, a priori, et que c'est pareil, si vous êtes riche, c'est parce que vous le méritez, c'est parce que les gens bons méritent en fait d'être riches et d'être socialement élevés, parce que en fait les belles-sœurs et la belle-mère vont finir plus ou moins dans la pauvreté, parce qu'en fait elles sont méchantes et qu'elles sont moches, etc. Et en plus, la morale reste aussi que bien sûr, la manière qu'a une femme, donc qui doit être belle et jeune et gentille et gna de se réaliser dans la société, évidemment, c'est de se marier avec un homme. Donc bref, la morale en soi du conte de Cendrillon est vraiment archi puante sous tous les points. Et ça ne veut pas dire... Et pourtant j'adore ce conte, hein. Franchement je le trouve très beau. J'étais particulièrement fan du Disney quand j'étais petite. En fait le truc c'est que ce que j'adore avec ce film, c'est que The Ugly Stepsister montre à quel point le conte de Cendrillon peut être beau aussi quand on en retourne complètement la morale. Et c'est ça qui est très chouette. Donc en fait là, le film fait le pari donc de raconter l'histoire du point de vue d'Elvira, de la belle-sœur. Donc on va avoir une belle-sœur en l'occurrence qui est mise en avant, hein, plutôt que deux à part égale, on va dire. Et en fait, c'est que quand vous prenez le point de vue de la belle-sœur, tout à coup, l'histoire, c'est pas celle d'une jeune fille dont les parents meurent et qui se retrouve coincée avec une belle-mère et une belle-sœur qui la réduisent en esclavage. L'idée, c'est une jeune fille qui arrive dans une famille qu'elle connaît pas, qu'elle se retrouve obligée d'intégrer parce que sa mère ne sait pas comment subvenir à ses besoins parce qu'elle a pas de thunes, et qu'en fait, elle va devoir se retrouver à se comparer en fait avec sa nouvelle belle-sœur qui est super belle, qui a toutes ses chances auprès du prince alors qu'elle pas du tout, alors qu'elle aime le prince, et qui en fait va devoir se retrouver simplement confrontée à une société dans laquelle elle a aucune valeur justement parce qu'elle n'est pas considérée comme belle, et qu'en fait à partir de là elle sait pas comment sauver sa peau, parce qu'en fait c'est ce qui se passe dans le film, c'est que en fait aucun personnage n'est vraiment salaud, enfin si, les hommes, pardon, le prince et d'autres hommes qu'on aperçoit, mais en fait aucune des femmes, ni Cendrillon, ni la belle-mère, ni les belles-sœurs, même si elles ont chacune des comportements parfois discutables, parfois extrêmement discutables, parfois même dégueulasses, en fait, aucune d'entre elles n'est une personne foncièrement mauvaise. Elles sont toutes complètement vérolées par le fait qu'elles sont obligées d'agir d'une certaine manière pour assurer leur survie dans cette société où leur valeur ne tient qu'à une seule chose, qui est le désir que les hommes peuvent éprouver pour elles. Parce qu'il faut qu'elles réussissent à se marier pour avoir des thunes, pour survivre, pour être logées, et qu'à partir de là, en fait, il faut qu'elles soient capables de séduire un homme, et que toute leur vie ne dépend que de ça. Donc on se retrouve avec des scènes totalement atroces, alors je devance un peu le propos, hein, mais par exemple vers la fin, encore une fois, je rappelle que dans ce stream on spoil, il y a une séquence absolument terrible où la petite sœur, tout ce qu'elle veut faire, c'est emmener maintenant sa grande sœur qui a été torturée dans tous les sens pour l'emmener loin d'ici et loin de cette histoire de rivalité avec Cendrillon et loin de cette histoire de prince. Et en fait, elle entre à un moment donné dans la chambre de sa mère pour y prendre, je sais plus quoi, mais peut-être la clé ou enfin quelque chose qui lui permet de sortir. Et en fait, elle trouve sa mère qui est au lit avec un type que la belle-mère a rencontré au bal et avec lequel elle voulait caser une de ses filles. Et finalement, c'est elle-même qui a séduit ce type plus jeune qu'elle. Et donc, elle est au lit avec lui. Et en fait, sa fille, qui a genre, je sais pas, 13 ans, elle rentre dans la chambre. Et la mère s'apprête littéralement à faire une fellation au mec. Et elle marque un moment d'hésitation quand elle voit qu'il y a sa fille. Et en fait, au bout d'un moment, le besoin de la survie est telle que en fait elle décide de continuer ce qu'elle allait faire et en fait d'abandonner littéralement sa fille, qui se dit bah tant pis, je me barre, en fait vraiment j'abandonne complètement ma belle-mère, enfin ma mère à son sort et ma mère m'abandonne à mon sort, parce que en fait c'est chacune pour soi et c'est la seule solution et c'est horrible quoi. Ouais, la petite sœur elle est chou, donc je rappelle, elle est jouée par Flo Fagerly.
Euh, Voilà. Donc changer, en fait, en basculant, en opérant cette bascule de point de vue, on change tout le paradigme du film sans tomber dans un cliché tel que, en fait, la belle-sœur, elle est gentille et Cendrillon, c'est une connasse. C'est pas du tout aussi simple que ça, c'est beaucoup plus subtil. C'est vraiment juste, en fait, on devient tout petit à petit des monstres du patriarcat et on se met toutes à agir de manière plus ou moins affreuse, plus ou moins monstrueuse, plus ou moins compétitive, tout simplement parce que, encore une fois, c'est une question de survie et qu'on nous apprend que notre seule forme de valeur, ne réside que dans le regard des hommes et le désir qu'ils peuvent éprouver pour nous. À partir de là, le film va, de manière très intelligente, utiliser ces références. Comme je le disais, il ne nie pas du tout la référence du film de Disney. Il y a notamment, moi, des plans qui m'ont rappelé le Disney. Je sais pas si vous revoyez, pardon, je renifle un peu, c'est très désagréable. Je vais essayer de me choper un mouchoir pas loin. Euh, Ah bah j'en ai là, c'est magnifique. D'habitude j'ai jamais de mouchoir quand j'ai besoin de mouchoir et là, oh, quelle efficacité. Excusez-moi, je pousse mon micro. On est sur un stream nature body horror. Alors, dans le dessin animé de Disney, vous avez un plan où Cendrillon est accoudé comment dire, à sa fenêtre, je vais y arriver, et elle contemple le château au loin en rêvassant. Voilà, elle rêve au château, au prince, à la vie que ça doit être là-bas, à la vie à laquelle sûrement elle est promise finalement au fond d'elle-même. Et vous avez ce type de plan aussi dans The Ugly Stepsister où on a effectivement les filles qui rêvent en regardant le château de loin dans le décor, des plans qui sont d'ailleurs très beaux. Euh, et donc voilà, on a à travers ce plan, alors pas que, hein, mais c'est le truc qui m'a le plus marqué, on a des références assumées au Cendrillon de Disney, et c'est d'autant plus intéressant, on va dire, effectivement, de faire un clin d'œil de cette manière et de dire oui, on part du même type de désir chez le personnage, du même type de sentiment, et en même temps, là, on, on, on projette là-dessus quelque chose de beaucoup plus menaçant, beaucoup plus mortifère, beaucoup plus noir finalement, même si l'image est tout aussi belle que ce qu'on nous a appris à voir jusque-là, et quand on était enfant. Une autre référence qui m'intéresse beaucoup, et qui m'intéresse même le plus dans ce film, et que j'espérais voir, j'espérais qu'il y aurait cette référence dans le film, et je ne savais pas si elle y serait, et en définitive elle y était, et c'était génial, c'est une référence au film tchèque Trois noisettes pour Cendrillon, qui est mon adaptation préférée de Cendrillon, enfin qui l'était en tout cas jusque-là, jusqu'à The Ugly Stepsister, qui est un film que je trouve au moins aussi bien. C'est juste que Trois noisettes pour Cendrillon, comme c'est un film d'enfance, peut-être que je continuerai à l'aimer davantage parce que voilà, les souvenirs, la nostalgie. Mais c'est une adaptation tchèque de 1973 qui est très connu en Allemagne de l'Est et qui est connu aussi, je crois, en Angleterre, même très connu en Angleterre, mais qui est très peu connu en France, et c'est dommage parce que c'est vraiment un très très beau film, réalisé par Václav Vorlicek, donc qui est sorti en 73, je rappelle, avec Libouzé Safrankova dans le rôle de Cendrillon, encore une fois, sûrement que je prononce ces noms n'importe comment, mais bref. Et en fait, dans cette adaptation qui est pour le coup complètement positive, hein, on est vraiment dans le Cendrillon, effectivement, on a une méchante belle-sœur, une méchante belle-mère, il n'y a pas de question. Cendrillon, elle est pure, elle est gentille, elle est jeune, elle est belle. Enfin, tout se passe. On remet pas du tout en question la morale du conte, absolument pas. Après, le film est magnifique et a des aspects très sombres par plein d'autres côtés. Et on va en parler, mais Judith qui vide sa vodka vegan en live. Alors c'est vraiment de l'eau. Je déteste l'alcool. J'aimerais être une femme rock'n'roll qui arrive de temps en temps à se mettre des cuites et tout machin, mais pas du tout. Je déteste l'alcool. Je suis ce genre de vegan qui déteste la fumée de cigarette et qui déteste l'alcool. Donc vraiment, genre, je suis la meuf que vous voulez pas inviter en soirée. Bref. Qu'est-ce que je disais? Oui, donc le film fait référence à cette adaptation de Cendrillon qui est encore une fois magnifique parce que même si on n'a pas une remise en question du paradigme de Cendrillon, on a une direction artistique vraiment magnifique et surtout quelque chose, il y a une sorte de sous-ton qui reste sombre dans Trois noisettes pour Cendrillon, même si l'histoire se termine bien, que on n'a pas de représentation gore, que on est dans la version positive entre guillemets de Cendrillon, on a quand même quelque chose, enfin on a tout des sous-entendus quand même assez difficiles, assez dérangeants. Pardon. Allergie de merde. Et ça passe notamment par la représentation un petit peu du prince, et notamment dans une séquence qui se passe dans la forêt, où en fait
la belle-sœur, donc pour le coup pas Cendrillon, mais Elvira, se balade en forêt et en fait s'égare un petit peu. Et elle, à ce stade, elle est déjà amoureuse du prince parce que genre le prince il est poète, il publie des recueils de poèmes et elle les lit et elle est trop touchée par ce qu'il fait et donc elle l'aime, enfin elle est persuadée qu'elle l'aime, elle est persuadée qu'elle sait qui il est au fond et tout. Et donc elle croise là le prince un peu des illusions parce qu'elle le croise, il est en train de pisser contre un arbre, il a genre le pantalon aux chevilles, et il y a ses potes qui sont en train de faire des blagues graveleuses, et tout à coup il l'aperçoit elle, et ils sous-entendent que peut-être le prince pourrait la violer, et ce genre de choses, et des choses horribles. Et en fait, dans Trois Noisettes pour Cendrillon, alors c'est pas ce qui se passe, je vous rassure, je vais pas dire qu'il n'y a pas d'agression sexuelle dans le film parce qu'il y en a un peu, mais il n'y en a pas d'aussi violente que ça. Donc voilà, pour les content warnings, etc., pour les gens qui auraient peut-être peur de ce type de représentation. Euh, dans Trois Noisettes pour Cendrillon, vous avez une séquence où en fait le prince voit Cendrillon, il est avec ses potes dans la forêt, forêt magnifiquement filmée, sous la neige, etc. Et il aperçoit Cendrillon, et en fait il lui court après parce que elle lui envoie une boule de neige, je crois, et il décide de la prendre en chasse, et à un moment donné il l'accule contre un arbre, et en fait ils plaisantent entre eux, ils imaginent ce qu'ils pourraient lui faire. Alors ils parlent pas d'agression sexuelle, mais ils parlent de la pendre, ou ils parlent de lui couper les oreilles, ou les deux peut-être bien, je me rappelle plus. Et en fait, c'est que des mecs. Enfin, comme le film est sur un ton relativement léger, à ce moment-là, on se doute que c'est pas vraiment ce qui va se passer. Et en même temps, quand on imagine une femme acculée contre un arbre en forêt avec des mecs autour d'elle qui, en plus, qui se sentent tout puissants parce que c'est le prince et sa clique, et qui commencent à faire ce type de plaisanterie sur les choses qu'ils pourraient lui faire, en fait, la scène reste angoissante parce qu'on sait très bien à quel point, on visualise très bien de quelle manière ça pourrait dégénérer, et en fait, on sait jamais si vraiment ça va être le cas. Et en fait, à ce moment-là, le film est très bizarre parce que il a beau conserver un ton de conte de fées qui fait que à la fin Cendrillon et le prince s'aimeront et termineront ensemble et tout le monde sera heureux, etc. On a quand même cette scène où le prince est vraiment représenté comme prédateur. Surtout qu'on a une scène de chasse avant ou après, avant je crois, où quand même le prince tue un renard. Et d'ailleurs c'est le passage très difficile parce que c'est un film de l'Europe de l'Est des années 70. Et pour moi vraiment le renard qu'on voit se faire tuer à l'écran, je pense que c'est vraiment un renard qu'on tue. Et ça c'est horrible, c'est quelque chose que je ne pourrais absolument jamais cautionner. Donc je préviens aussi pour les gens qui voudraient rattraper ce film. On aperçoit au moins deux animaux morts qui auront vraisemblablement été tués pour les besoins du film. Et c'est atroce, donc je préviens. Euh, et donc en fait, on a évidemment un parallèle très clair entre le fait que le prince ait tué un renard juste avant et que là, il accule Cendrillon contre un arbre. Il sait pas à ce moment-là, évidemment, qu'elle deviendra sa promise. Il tombe pas amoureux d'elle à ce moment-là parce qu'elle est en vêtements de pauvre. Et, et en fait, on a vraiment une scène où, et en fait, elle reste après à l'esprit cette scène pour le reste du film, parce que même s'ils s'aiment à la fin et que c'est beau et qu'ils se marient et qu'ils ont beaucoup d'enfants, en fait, on a eu une scène dans laquelle on voyait que le prince était capable d'avoir un véritable comportement de prédateur et qu'avec ses potes, il parlait de pendre une fille pauvre et isolée dans la forêt, quoi. Et que même si c'était une blague, même s'il l'aurait pas fait, encore une fois, c'est pas clair, même s'il l'aurait pas fait, tu fais pas ce genre de blague dans ce genre de situation. Et cette scène est vraiment très très malaisante. Et en fait, ce film, Trois Noisettes pour Cendrillon, est vraiment génial parce que il a un côté magnifiquement enchanteur, merveilleux, tout ce que vous voulez, très très beau. Et en même temps, à plusieurs moments, il a des sous-textes vraiment ambigus. Il a un sous-texte ambigu aussi sur l'identité de genre parce que Cendrillon, à un moment donné, avant le bal, elle va en mettre plein la vue au chasseur, enfin au prince, en étant elle-même déguisée en chasseur et en le battant à un concours de chasse. Et on sent à ce moment-là que le prince commence à avoir une attirance pour elle, sauf qu'à ce moment-là, il pense que c'est un homme. C'est un peu étrange. Mais bref, je vous le conseille, hein, encore une fois, en ayant bien en tête les images difficiles sur lesquelles je vous ai prévenu. C'est un très très beau film. Et donc en fait, The Ugly Stepsister va s'approprier cette espèce de sous-ton extrêmement sombre qu'on a déjà dans Trois Noisettes pour Cendrillon. On a donc parce que la scène dans la forêt dont je vous parlais avec le prince qui est en train de pisser contre un arbre et ses amis qui plaisantent sur le fait que peut-être il pourrait violer la belle-sœur, et donc le prince dit hors de question, elle est beaucoup trop laide, voilà. Clairement pour moi c'est une réappropriation de cette scène qu'il y a dans Trois Noisettes pour Cendrillon, parce que je crois pas, enfin en tout cas je sais pas si cette scène existe dans d'autres versions de Cendrillon, mais pour moi là c'est vraiment une référence, et je trouve ça très intelligent d'aller pêcher dans cette référence de Cendrillon qui est à la fois très connue dans certains pays, mais comme étant un film de Noël, très joyeux, très léger, très conte de fées, d'aller y extraire justement ce qu'il y a de sombre pour vraiment l'exploiter et l'expliciter dans ce nouveau film. Donc je trouve ça très chouette. Euh, Absolument, mince. La vie de ma mère, je vous aime deux. Absolument.
Et là où je dis aussi que c'est sûr pour moi que c'est une référence à Trois Noisettes pour Cendrillon, cette scène, c'est parce que à un autre moment dans le film, on va avoir une autre référence très claire à Trois Noisettes pour Cendrillon, qui là ne laisse pas de place au doute. C'est que Elvira, lors d'une scène, regarde Cendrillon alors Cendrillon qui s'appelle Agnès dans le film, hein, elle ne s'appelle Cendrillon au bout d'un moment que quand elle est réduite en esclavage. Je dis Cendrillon pour, voilà, pour simplifier les choses. Alors en plus, si je suis à moitié en train de roter dans le micro, vraiment le tableau va être complet. Je suis désolée, putain, je suis vraiment la pire streameuse. Donc dans cette scène, Elvira regarde par la fenêtre Cendrillon traire une vache, et pendant qu'elle traite une vache, parce que Cendrillon dans ce film réussit à rendre tout merveilleux et magnifique ce qu'elle fait, elle fredonne une musique qui parvient jusqu'aux oreilles de Elvira, et cette musique, c'est la musique de Trois Noisettes pour Cendrillon, qui est une musique absolument magnifique et qui est justement souvent fredonnée par la Cendrillon de Trois Noisettes pour Cendrillon dans le film, qui est une musique composée par Karel Svoboda, voilà, j'ai noté. C'est une musique que moi, alors c'est marrant parce que, enfin, elle est tellement belle, ce petit air, il est tellement joli et tellement enchanteur dans le film tchèque, qu'en fait, moi, c'est une musique que j'ai très très souvent à l'esprit, surtout à la période de Noël, parce que c'est vraiment un film de Noël, et je la fredonne moi-même très très souvent, et donc évidemment que aux premières notes, quand le personnage de Cendrillon dans The Ugly Stepsister commence à fredonner, je suis en mode, mais c'est pas vrai, c'est la musique de Trois Noisettes pour Cendrillon, c'est incroyable. Et donc pour moi, à ce moment-là, vraiment, le film appuie le fait que Wink Wink, c'est évidemment aussi un film qu'il prend pour référence, et je trouve ça très intéressant. Absolument, Ishling, c'est vrai que ce serait raccord. Alors attends, t'as envoyé un long message. Je dois traîner sur TikTok une fois tous les 3 mois, j'avoue. Du coup, je suis contente d'avoir loupé ça. Euh... Ah, oh là, ah oui, d'accord, oui, vous êtes en train de discuter sur vous. J'ai raté le message d'avant. Alors, pardon, je vous laisse discuter. Je vous laisse discuter de ce que vous voyez sur TikTok. Je m'interromps trop longtemps si j'essaie de remonter le fil de la discussion. Donc voilà, je trouve ça en fait hyper intéressant la manière dont le film fait des références, non pas simplement pour faire des références, mais bien pour se les réapproprier et pour prolonger son propos, ou en tout cas pour souligner son propos, et évidemment que ces séquences et le film de manière générale peuvent s'apprécier même si vous n'avez pas ces références. Vous pouvez tout à fait voir et adorer The Ugly Stepsister sans avoir vu Trois Noisettes pour Cendrillon. Moi je vous signale juste voilà la référence pour ce que ça apporte en plus et pour vous donner envie de découvrir ce film qui le mérite. Trois Noisettes pour Cendrillon, je veux dire. Mais évidemment que vous n'êtes pas du tout obligé d'en passer par là. Donc, en deuxième partie, ce que je voudrais aborder comme sujet, c'est davantage la mise en scène et la manière que le film a de réellement réinventer le conte. Ça passe dans un premier... Putain, mais j'ai oublié de vous mettre le diaporama. Mais vous me dites rien, vous. Oh, c'est pas vrai. Attendez, parce que je l'ai prévu en plus, donc c'est pas vrai. Voilà. Alors, forcément, si vous n'avez pas les images, c'est pas vrai. Voilà. Donc, c'est quand même plus pratique de vous parler des images du film quand il y a les images du film à l'écran. Euh, donc vous pouvez voir à travers la photographie, photographie signée Marcel Ziskind. Encore une fois, je m'excuse pour, enfin je vous présente mes excuses pour la prononciation. Comme vous pouvez le voir avec ce type d'image, on a une photographie qui mise à fond sur sur l'aspect pictural. Non seulement c'est extrêmement beau, mais en plus on a voilà, des contrastes assez marqués avec des noirs qui sont très profonds. On a quelque chose de très très doux dans la lumière, donc là c'est Cendrillon que vous avez à l'écran. On a une lumière assez diffuse, assez laiteuse, assez blanche, avec des couleurs, voilà, on a ce contraste en fait avec la lumière diffuse et blanche qui a quelque chose d'assez angélique. Alors cette image elle est trop belle. Assez angélique, assez merveilleux, quasiment parfois un petit peu religieux, enfin en tout cas c'est le cas dans cette image, et un contraste avec, voilà, comme vous pouvez le voir sur chaque photo, des noirs qui sont très prononcés. Donc on a voilà des contrastes assez étonnants, avec un aspect très sombre et en même temps un aspect très pastel qui cohabite. Et en fait c'est un peu tout le résumé du film, on va dire. Voilà, donc la photographie en fait permet de réellement faire vivre l'histoire, enfin en tout cas de comment dire, de concrétiser le conte. On est vraiment dans une photographie de conte, d'un conte. Alors les codes sont assez, c'est pareil. Encore une fois, c'est même en photographie, c'est assez proche de Trois Noisettes pour Cendrillon. Donc on est presque plus proche d'un cinéma d'Europe de l'Est des années 70, mais voilà, on a quelque chose de vraiment qui fait très film d'auteur, mais très pictural, très... je cherche un adjectif pour aller avec conte, mais comment dire, je ne sais pas.
mais quelque chose de merveilleux, assez délicat, assez subtil, assez coloré, mais en même temps, voilà, dans des tons pastels, on a vraiment l'impression d'être plongé en soi complètement dans un univers de contes de fées, avec pas grand-chose, hein, parce que par ailleurs, le film est assez fauché, et on peut le sentir par certains aspects. Mais cela dit, c'est jamais un défaut, hein. Donc voilà, vous voyez, les couleurs en fait vraiment évoquent l'hiver et évoquent des univers à la fois très colorés et en même temps. Pardon, je suis désolée, décidément. Et en même temps très doux, avec un aspect parfois très réaliste, et en même temps avec toutes ces touches de couleurs et toutes ces touches dans le décor, tous ces éléments qui viennent toujours apporter quelque chose de merveilleux et de fantastique à cet univers, et en même temps avec un sous-ton toujours extrêmement sombre. Donc on a ce mélange qui est assez passionnant, donc rien qu'en termes de photographie, si vous voulez, vous avez toute la note d'intention du film. Et comme on l'a vu un peu plus tôt, et donc l'image va pas tarder à revenir à l'écran, vous avez une image de banquet. Donc là, voilà, celle-ci, vous l'avez en photo, mais il y a un long plan dans le film qui traverse cette espèce de table de banquet, où vous avez en fait les reliefs d'un fabuleux festin, qui est filmé tout à fait comme une nature morte, hein, avec encore une fois énormément de détails de la photographie apportés à la texture des choses, à la couleur, au relief, etc. Enfin, tout pour faire en fait pour symboliser l'opulence, et en même temps sur un fond extrêmement noir, extrêmement sombre, et surtout dans toute la nourriture et tous les ustensiles que vous allez avoir sur la table, vous allez avoir des asticots, des vers, des serpents et tout un tas de choses dégueulasses qui vont évoquer la décomposition. Et justement, il y a une histoire avec la décomposition du corps de Cendrillon qui est assez répugnante, et donc en fait vous allez vraiment avoir l'idée du merveilleux qui côtoie sans arrêt en fait le morbide, et le dégoûtant, le répugnant. Pardon, et ça c'est hyper intéressant dans le film. Je disais que c'était un petit peu toute la note d'intention parce que je trouve que l'un des coups de genou du film, putain, je vais pas y arriver. L'un des coups de génie du film, c'est comment dire, de ne pas du tout ôter le fantastique de l'histoire de Cendrillon telle qu'on la connaît, mais de simplement le suggérer pour en fait ne jamais en faire le centre de l'histoire. C'est-à-dire que oui, Cendrillon va avoir une robe de bal qui est tissée par ses amis. Alors là, en l'occurrence, c'est des chenilles, enfin, ou des vers à soie plutôt que des petites souris. Mais oui, elle est amie avec des animaux qui vont lui tisser sa robe. Oui, sa marronne la bonne fée vient transformer sa citrouille en carrosse. Oui, son carrosse va se retransformer en citrouille au bout des coups de minuit, etc. Au bout des 12 coups de minuit. Mais en fait, toutes ces scènes ne sont vraiment que suggérées. C'est-à-dire que la bonne fée, on va la voir apparaître dans un plan, voilà, où elle est, comment dire, elle apparaît dans une lumière divine, magnifique, elle inonde de lumière la scène où Cendrillon elle est là, elle est toute belle, elle en revient pas qu'elle va être aidée, et en même temps elle sent que quelque part c'est son destin, et que c'est un peu écrit qu'en fait elle réussisse à être un petit peu aidée d'une force divine pour réussir à pécho le prince. Et en fait la marraine commence à dire que oui elle va l'aider, et en fait la scène coupe, ça ne devient pas le sujet de la scène. Et quand Elvira rentre du bal, rapidement en se dépêchant, au moment où elle descend du carrosse, au pied du carrosse, il y a une citrouille qui est posée. Donc en fait, on sait que Cendrillon est déjà rentré et que son carrosse s'est déjà retransformé en citrouille. Mais ça n'est jamais le sujet du film. En fait, c'est comme si le film zigzaguait entre les passages clés qu'on connaissait, les passages fantastiques qu'on connaissait, les passages magiques du conte original, pour bien nous dire, en fait, c'est pas cette histoire qu'on raconte. C'est vraiment l'autre partie de l'histoire, et toutes ces choses-là, vous savez qu'elles arrivent, vous le savez, mais c'est pas ce qui nous intéresse. Et justement, The Ugly Stepsister s'attache à représenter tout ce qui n'est pas merveilleux dans le conte. Comment dire, le film respecte le fantastique et le fait qu'on soit dans un univers merveilleux, mais s'attache à ne filmer que ce qui est laid dans cet univers. Et c'est ça qui est assez intelligent, je trouve. Parce que justement, l'intérêt, c'est de dire que, en fait, les personnages qui rentrent pas dans le moule, qui sont pas considérés comme assez beaux, bah en fait, le système d'un conte dans lequel c'est le merveilleux qui opère, et encore une fois, on l'a dit un petit peu au début, le merveilleux dans la morale de Cendrillon, qui est, enfin, le conte original de Cendrillon, n'est finalement au service que d'un idéal selon lequel la beauté des gens reflète leur âme, et donc les personnes moches, enfin les personnes laides, considérées comme laides, sont des personnes mauvaises et méritent d'être laides, méritent d'être pauvres, etc., ne méritent pas de se marier, et que comment dire, que la bonne voie à suivre, c'est effectivement de se marier comme Cendrillon le fait, comme elle mérite de le faire, etc. Et en fait, justement, The Ugly Stepsister montre que, bah, en fait, quand on rentre pas dans ce moule, et qu'on n'a pas le droit, en fait, à ce chemin
tout tracé un petit peu de bonté, bonté, beauté, mariage, bah, en fait, le système magique fait qu'on a le droit qu'un petit peu à l'envers du décor, qu'au revers de la médaille du merveilleux, qui est au contraire le body horror, ou en tout cas l'horrible. Parce que la fameuse belle-sœur, Elvira, va en fait tout faire, enfin sous l'égide de sa mère, hein, malheureusement qui l'oblige, qui essaye tout comme elle peut de la faire rentrer dans ce moule, bah va être en fait obligée de se torturer le corps pour en fait reproduire les effets de la magie à laquelle elle n'a pas droit. Parce qu'elle n'a pas de marraine la bonne fée qui va l'aider. Parce que selon cette morale qui obéit au canon de beauté, elle ne mérite pas d'être aidée parce que soi-disant elle est moche. Alors sachant que là, moi j'ai deux problèmes avec le film, qui sont pas des problèmes énormes, hein, mais enfin j'ai deux problèmes quand même. C'est le personnage effectivement de la belle-sœur, de la petite belle-sœur, dont on a parlé tout à l'heure et on disait qu'elle était mignonne et qu'elle était chouette et tout, et c'est vrai que le film se termine sur un message de sororité qui est très chouette à travers elle, mais sur le déroulé du film, elle est très absente, et c'est un peu dommage parce que elle, justement, comme elle est plus jeune, elle ne subit pas encore la prédation de sa mère et des hommes qui veulent absolument en faire un objet de désir parce que ce serait sa seule chance d'en sortir dans la société. Donc elle est un petit peu épargnée pendant que c'est sa grande sœur qui prend tout, et c'est ce qui lui permet d'avoir un regard plus indépendant là-dessus et de voir autre chose en sa sœur, enfin de voir une autre forme de valeur dans sa sœur et de vouloir la sauver. Et en fait, du coup, elle ne sert un peu qu'à ça, et c'est dommage parce que ce regard un peu neuf et indépendant de ce moule patriarcal, bah, ça aurait été intéressant aussi qu'on s'intéresse un peu plus à ça et à elle. Et c'est dommage, le film la laisse un peu trop de côté, voilà, comme s'il n'y avait pas assez la place pour elle, ce que je peux comprendre, mais c'est un peu dommage parce que c'est un personnage, voilà, qu'on a envie de voir davantage. Et le deuxième problème que j'ai, mais ça c'est très compliqué, c'est en fait Léa Mérine dans le rôle de Elvira. Encore une fois, il y a beaucoup de scènes qui nous disent que voilà, elle est moche parce qu'elle est censée faire la belle-sœur qui est moche, parce que ça passe par le fait qu'elle a un appareil au début, parce que le film joue un peu sur les anachronismes. Elle a un appareil, elle a une coiffure débile, elle a soi-disant, elle a trop de poids, enfin elle a du poids en trop et tout. Et en fait, le problème c'est que évidemment que sa beauté, que sa laideur est très très relative, et que évidemment l'intérêt du film c'est de nous montrer à quel point les regards des gens autour et enfin un regard patriarcal, etc., va projeter une idée de laideur sur une femme qui n'est pas réellement laide, et va projeter une idée de poids en trop, enfin de surpoids sur une femme qui n'est pas réellement grosse, etc., etc. Mais en fait ça va être un peu compliqué parce que, et puis surtout que du coup la transformation va s'opérer, et que en fait au fur et à mesure que sa mère va lui faire subir de la chirurgie esthétique, qu'elle va essayer de se faire maigrir par des procédés assez atroces sur lesquels on reviendra, etc., mais en fait elle va devenir belle aux yeux des autres. Et donc vous avez une même actrice qui sert à faire la version laide de Elvira et la version belle, et sauf que évidemment on arrive dans des problèmes de représentation où en fait on a évidemment une actrice qui n'est ni laide ni grosse, qui joue la sœur qui est censée être perçue comme laide et grosse par son entourage, parce que évidemment le surpoids est perçu comme un problème par ces personnages, et en fait, on va avoir cette facilité qu'on voit beaucoup dans les films, d'avoir encore une fois une actrice qui ne correspond pas en fait à l'idée de laideur qu'on veut nous faire percevoir, et qui en fait n'est, voilà, parce qu'on a quand même des plans sur son corps, parce que donc l'effet est fait que, enfin de la manière que quand elle est censée être en surpoids, on filme, encore une fois le surpoids vraiment très 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 relatif, hein, mais on filme le corps d'une autre actrice et on la filme en entier avec son vrai corps au moment où elle est censée devenir, enfin être devenue suffisamment mince, et, et en fait le truc c'est qu'on a ces plans sur ce corps qui est censé ne pas correspondre à certains canons de beauté, et évidemment que bah le corps il est absolument tout sauf répugnant, et évidemment que l'idéal c'est de dire qu'il y a de toute manière aucun corps qui est répugnant, mais même là si on essaie de se projeter dans l'idée de ce que les personnages perçoivent comme un corps répugnant, le corps ne l'est vraiment pas du tout, et donc en fait c'est compliqué parce que le film essaye à la fois de représenter un corps qui n'est vraiment pas répugnant, parce qu'aucun corps n'est vraiment répugnant ou ne devrait être perçu comme réellement répugnant, et en même temps, bah voilà, en voulant parler de ces aspects stigmatisants, il stigmatise quand même un minimum lui-même.
parce que je pense qu'il y a pas mal de spectatrices qui peuvent avoir des TCA ou des problèmes avec leur propre corps, ben, un peu comme un peu l'essentiel des femmes sur Terre, je pense, mais qui en fait se retrouvent face à ce genre de plan et peuvent se retrouver un petit peu en difficulté vis-à-vis du message du film parce qu'elles vont avoir l'impression vraiment que bah, c'est leur propre corps qui est stigmatisé, en tout cas qui est considéré comme répugnant par les personnages du film et tout. Et évidemment qu'il faut mettre ça en perspective avec le propos du film, avec le recul, avec justement le fait que les personnages ont une vision complètement biaisée, complètement déformée des choses et tout. Mais je trouve ça toujours délicat en fait cette manière de devoir représenter des personnages qui soi-disant rentrent pas dans les canons de beauté alors qu'en fait ils y rentrent vraiment sans trop de problèmes. Voilà, je trouve ça un peu dommage. Je suis désolée, je suis un peu à la bourre sur vos messages, je me suis déjà beaucoup interrompue, donc si je veux garder un petit peu le fil alors qu'on aura remarqué que c'est décousu, je m'arrête pas trop. Mais voilà, donc ça c'est un peu les deux problèmes que j'avais vaguement avec le film, mais à part ça j'en ai pas tellement d'autres. Donc toujours est-il que je trouve ça fascinant, voilà, cette idée que dans le paradigme du fantastique, le paradigme du merveilleux des contes de fées, les personnages qui ne rentrent pas en gros dans la peau du personnage de l'héroïne, dans la peau du personnage de Cendrillon, ben en fait la magie pour eux c'est l'horreur, c'est vraiment c'est le body horror, parce que voilà, Elvira va devoir subir, pour remplacer le fait qu'elle n'a pas des coups de pouce de magie, va en fait devoir subir des opérations de chirurgie esthétique qui sont assez affreuses, donc elle se fait refaire le nez, elle se fait littéralement coudre des cils sur les paupières, elle va ensuite à la fin se couper les pieds pour rentrer dans la chaussure, elle va, voilà, enfin plein de choses, ah oui, et surtout, elle va avaler un verre solitaire pour perdre du poids. C'est une chose horrible. En plus, d'ailleurs, c'est vous dire à quel point le film, à la fois, il part dans des extrêmes complètement tarés et en même temps, il tape vraiment juste. Parce que je vous promets, moi, ça m'a fait trop bizarre quand j'ai vu le film. Je vous promets, la veille littéralement du jour où je suis allée voir le film, j'étais un peu en bad, comme ça peut arriver à beaucoup de femmes, sur mon propre corps. Et pourtant, Dieu sait que j'ai jamais subi de. Comment dire, de. Je parle de choses un peu privées tout simplement parce que je pense que c'est utile pour souligner la pertinence du propos du film, hein, c'est pas pour le plaisir. Mais pourtant, j'ai jamais subi de discrimination vis-à-vis de mon poids ou quoi, parce que je suis pas perçue comme une personne grosse. Toujours est-il que, en fait, on vit dans un monde qui est suffisamment stigmatisant vis-à-vis de la prise de poids, qui fait que je réussis quand même à être complexée par mon poids, comme ça arrive à plein de meufs qui sont pas considérées comme grosses. Et j'en suis vraiment arrivée à un moment donné, parce que j'étais un peu en bad, je savais que le fait d'avoir un verre solitaire, même si c'est quelque chose de dégueu, hein, donc je reprécise, un verre solitaire c'est quand vous avez un ténia, enfin donc ça s'appelle un ténia, qui est donc une sorte de grand verre qui vampirise votre intestin, en fait, un grand verre comment dire, qui prend tout l'espace dans votre intestin et qui en fait ingurgite à votre place votre nourriture et du coup bah, vous maigrissez parce que quand vous mangez vous nourrissez le ténia plutôt que vous-même. Donc en fait Elvira, ce qu'elle fait dans le film, c'est qu'elle avale un œuf de ténia et ensuite du coup le ténia va se développer dans son intestin et elle va perdre du poids de cette manière. Et vraiment, encore une fois, à ce moment-là, donc c'était la veille du film, merci notre crée pour l'abonnement, j'étais vraiment donc encore une fois en bad sur mon corps et je me disais putain, évidemment que j'ai pas envie d'avoir un verre géant dans mon corps, mais en vrai si j'en avais un, est-ce que ça réglerait pas beaucoup de problèmes? J'étais pas dans la démarche réellement concrète de me dire il faut que je trouve le moyen de me faire contaminer et d'avoir un ténia dans le corps, mais j'étais vraiment en mode s'il m'arrivait d'en avoir un en vrai, est-ce que ce serait pas cool que je le garde juste quelques mois histoire de me dire que au moins je perds quelques kilos et après voilà. Encore une fois, j'étais pas sérieuse dans ma démarche, mais j'avais quand même fait la recherche la recherche Google de savoir comment ça s'attrapait, comment est-ce que ça faisait perdre du poids et ce genre de choses. C'est quelque chose qu'il faut absolument évidemment absolument pas faire, hein. Il faut pas du tout se pencher sur ce genre de choses. Mais voilà, j'étais en bad et j'en suis arrivée à faire ce genre de recherche un peu morbide. Et en fait, dans le film, c'est exactement ce qui se passe. Donc, autant vous dire que ça m'a vacciné tout de suite dans l'idée. Mais moi, ça m'a fait trop bizarre parce que j'avais encore l'onglet qui était ouvert dans mon portable au moment où je sortais du film, quoi. Et bah voilà, Dragoral. Donc je suis pas la seule. Effectivement, je pense que c'est malheureusement une idée qui traverse en fait l'esprit de beaucoup de femmes et c'est terrible.
Et en fait, donc le film réussit à exploiter ça avec un body horror assez fabuleux parce que donc j'espère que ça va toutes nous vacciner de cette idée absolument atroce parce que donc ça se passe évidemment mal et à la fin comment dire, Elvira va être saisie de crise de boulimie et va vouloir avaler toujours plus de nourriture parce que elle grossit pas mais du coup aussi à la faim tout simplement parce qu'encore une fois c'est pas elle qui est nourrie c'est le ténia et elle va se mettre à vomir ses tripes, vomir le ténia etc. Énormément de choses pour évacuer ce verre d'elle une fois qu'elle se sent qu'elle va être plus ou moins libérée de cette emprise mais c'est assez terrible. Ouais bah alors voilà Ishling tu me confirmes voilà j'avais pris beaucoup de pincettes mais voilà le fait est qu'on est sûrement effectivement très nombreuses sûrement à y avoir pensé donc le film va complètement s'emparer de ce sujet et vraiment concrétiser ces images qu'on a déjà eues en tête et les traiter de la manière la plus horrifique possible et c'est assez génial parce que là vraiment le film part d'une situation qui peut paraître complètement fantastique et appartenir complètement au domaine du film d'horreur qui est de se faire littéralement grandir un ver solitaire géant dans le ventre pour qu'il mange notre nourriture à notre place, etc. Mais en fait, la vérité, c'est qu'on est quand même beaucoup à avoir plus ou moins sérieusement déjà envisagé cette option. Donc il va faire en fait rentrer quelque chose de tristement réel et étonnamment réel dans un milieu fantastique qui ne jure pas du tout en fait justement avec cette thématique. Euh, et donc encore une fois, voilà, l'idée c'est que la magie, entre gros guillemets, à laquelle a le droit Elvira, qui n'est pas considérée comme belle, ce ne sont en fait que des choses horribles, là où Cendrillon, qui encore une fois n'est pas une personne ni meilleure ni moins bonne que Elvira dans le film. Elle a des côtés détestables, mais elle a aussi des bons côtés, enfin c'est encore une fois juste une meuf qui essaye de s'en sortir dans une société patriarcale. Elle, de son côté, alors que le prince, lui, il ne jure que sur la virginité de sa promise. Justement, Cendrillon, elle a une aventure avec le palefrenier dont elle est amoureuse et évidemment qu'elle va devoir y renoncer pour épouser le prince parce que c'est la seule manière qu'elle voit de s'en sortir. Et c'est un peu comme si elle avait le compte tout tracé dans son esprit. Elle sait déjà que c'est son destin plus ou moins d'épouser le prince. Et à la fin, le prince il l'accueille dans ses bras quand il la reconnaît en disant ah ma belle vierge alors que nous on a eu déjà avec une scène très très explicite on sait qu'elle a déjà couché avec son palefrenier donc encore une fois tout n'est vraiment que apparence et vraiment comment dire respect des consignes en apparence comment dire de ce que met en avant le conte de fées de ce qu'est la morale d'un conte de fées tel qu'on la raconte aux enfants mais qui dans la réalité ne correspond pas du tout à ça et en fait ne représente que des souffrances en sous-texte donc voilà et pardon je m'en mêle un peu blablabla euh, oui, bref. Donc, c'est cette fausse magie qui n'est en fait que l'horreur, qui ne va être traduite que par du body horror dans le film. Et c'est assez brillant en termes de mise en scène, parce que comme je le disais, la mise en scène fait que dans les scènes qui suggèrent le merveilleux, donc comme par exemple le moment où les vers à soie commencent à tisser la robe de Cendrillon, ou le moment où apparaît Samarine la bonne fée, on va avoir en fait un type de photographie et de mise en scène qui correspondent au code du conte de fées, qui correspondent à un univers merveilleux, enchanteur, très beau, coloré, etc. Poétique, avec encore une fois cette lumière très laiteuse, très diffuse, qui sous-entend le fantastique et le rêve un petit peu à tous les coins de rue. Et en même temps, comme cette même mise en scène va être utilisée justement pour les moments où Elvira va subir des choses absolument atroces, ben en fait on a vraiment cette idée que le body horror et le merveilleux et la magie cohabitent réellement et font partie d'un même mouvement. Simplement, ils se traduisent de manière différente. Ils font partie d'un même mouvement qui s'applique de manière différente aux personnes belles et aux personnes laides. Et ça met bien en valeur cette idée que en fait dans le conte original Cendrillon elle est déjà promise au prince, elle est déjà promise à un certain statut social, déjà promise à une certaine richesse et à un certain mode de vie simplement parce qu'elle est née belle et soi-disant née bonne parce que c'est censé aller ensemble. Et donc là c'est vraiment ce qui se passe dans le film. En fait Cendrillon à aucun moment elle a vraiment peur pour son avenir même quand elle est réduite en esclavage. C'est comme si elle savait au fond d'elle-même que sa destinée était toute tracée et que parce qu'elle est belle en fait elle va s'en sortir et qu'elle va épouser le prince et qu'en fait c'est jamais remis en question quoi. Même quand Elvira elle est à deux doigts de séduire le prince en fait c'est toujours acquis que c'est Cendrillon qui y arrivera. Et nous, on le sait évidemment parce qu'on connaît l'histoire, on connaît le conte, donc on sait. Mais voilà, tout ça est sous-entendu par plein de petites touches du fait que, bah ouais, Elvira, en fait, elle est pas. Même quand elle arrive à la fin à être belle, donc c'est-à-dire perçue comme belle par tout le monde, grâce à des artifices, mais en fait,
on sait que comme elle n'est pas née belle, ça va pas réussir à tenir la comparaison par rapport à Cendrillon, qui elle est née belle. Même si elles sont toutes aussi belles l'une que l'autre à la fin, il y en a une qui est vraiment belle dans le sens où elle est née comme ça, où ça fait partie de son essence, et l'autre pas. Même si encore une fois c'est évidemment débile de penser comme ça, mais je veux dire, évidemment le film critique la manière dont le conte de Cendrillon nous fait penser que c'est ça la réalité des choses. Et je trouve ça assez brillamment fait là. Donc ensuite, dernière partie que je voulais aborder plus en détail, c'est le body horror. Pourquoi le film utilise le body horror et pourquoi c'est si intéressant? Cendrillon a connu, comme je l'ai dit en intro, plusieurs plusieurs versions. Celle de Perrault est, je crois, plus récente, non, justement, plus ancienne que celle des frères Grimm. Il me semble, si j'ai plus tout à fait les dates des frères Grimm et de Perrault en tête, mais je crois que Perrault on est plus sur du 18e et Grimm plutôt sur du 19e, mais je suis plus sûre. Bref, toujours est-il que la version des frères Grimm, comme souvent, est beaucoup plus dure et beaucoup plus gore que celle de Perrault, parce que Charles Perrault et les frères Grimm ont souvent raconté les mêmes contes, ont souvent mis par écrit les mêmes contes, avec, voilà, du côté de Perrault, des versions plus accessibles pour les enfants, avec moins de gore, avec des morales plus douces, avec des héroïnes qui ne meurent pas à la fin. C'était le cas donc pour le petit chaperon rouge, pour les trois ours, enfin il me semble qu'il a fait ces histoires-là aussi, j'ai plus la liste sous les yeux, mais voilà. Là où les frères Grimm souvent sont la version un peu plus gore qu'on connaît de l'histoire, où Boucle d'Or se fait manger par les trois ours, le petit chaperon rouge se fait manger par le loup, ce genre de choses. Et donc moi j'ai souvent cru, j'ai souvent cru que justement, voilà, merci Aisling, donc effectivement Perrault 17e et Grimm 19e, merci. On a l'idée que du coup, enfin moi j'ai souvent cru qu'en fait Grimm c'était antérieur à Perrault, justement parce que c'est plus violent, et que j'avais un petit peu l'impression que au fur et à mesure qu'on avançait de l'histoire, au fur et à mesure qu'on avançait dans la période, dans l'histoire, on avait tendance à de plus en plus édulcorer. C'est quelque chose qui se vérifie souvent, hein. C'est pareil, aujourd'hui on voit bien que Disney fait des versions, enfin comment dire, édulcore beaucoup plus ces histoires que par rapport au Disney plus classique des années 50, des années 30, etc. Mais toujours est-il que, en fait, non, les frères Grimm viennent après. En revanche, les frères Grimm ont raconté leur histoire de Cendrillon d'après une version orale allemande qui n'est pas forcément celle dont s'est inspiré Charles Perrault pour écrire sa propre histoire. Donc peut-être que Perrault a lui-même édulcoré sa version d'après la tradition orale qu'il avait de son côté, donc plutôt en France, je suppose, et les frères Grimm, voilà, plutôt version allemande. Toujours est-il que chez les frères Grimm, effectivement, l'histoire de Cendrillon est beaucoup plus gore que celle qu'on connaît chez Perrault. Et évidemment que le Disney, lui, c'est plutôt c'est davantage à réapproprier l'histoire version Perrault. Parce que donc dans la version des frères Grimm, comme vous l'avez sûrement déjà entendu par ailleurs, les belles-sœurs, enfin en tout cas la belle-mère, commande aux belles-sœurs de se couper un morceau du pied au moment où il faut essayer la chaussure à la fin, la pantoufle de verre, pour réussir à faire rentrer leurs pieds dedans qui sont trop gros, parce que évidemment Cendrillon elle a des tout petits pieds tout délicats, et qu'elles ont des pieds sûrement normaux. Et la première en fait, la belle-mère ordonne en fait à sa fille de couper ses orteils, et donc la fille rentre son pied dans la chaussure, elle y parvient du coup parce qu'elle a le pied beaucoup plus petit. Le prince dit: oh super, vous êtes ma femme, vous pouvez chausser la chaussure. Ils partent tous les deux ensemble sur le cheval en mode la vie est belle, jusqu'à ce que sur le chemin il y ait genre des oiseaux, je sais plus quelle créature qui ah oui voilà, merci Aisling, plouc plouc, sang dans la pantoufle, disent les oiseaux, voilà. Et là le prince il dit les oiseaux ont l'air de me dire quelque chose, faites voir votre chaussure. La chaussure est pleine de sang, il dit: ah, vous n'êtes pas réellement ma femme. Il la rapporte, il dit: non, c'est pas celle-là. Alors la belle-mère, elle emmène son autre fille, et elle dit: coupe-toi le talon cette fois. Donc la deuxième fille se coupe le talon, met la chaussure. Le prince il dit: oh super, votre pied rentre dans la chaussure, c'est parfait. Ils repartent à cheval en mode: vous êtes ma femme. Et là de nouveau sur le chemin, il est averti par les oiseaux que c'est pas la bonne. Donc il regarde, effectivement la chaussure est pleine de sang, oh là là. Donc il la rapporte encore. Vraiment le prince il est super con dans cette histoire.
Et là, finalement, ils font essayer la chaussure qui, je suppose, est pleine de sang à ce stade à Cendrillon. Et là, son pied rentre en entier. Et surtout qu'en plus, elle a la deuxième chaussure de la paire à ce moment-là, qui prouve bien qu'elle est la bonne princesse. Et là, le prince décide que c'est finalement bien elle, sa femme. Enfin, bon, c'est complètement, vraiment complètement débile. Voilà. Mais toujours est-il qu'on a l'idée des pieds coupés. C'est, en fait, on a déjà du body horror en fait dans cette version de Cendrillon. Et à la fin, au moment où Cendrillon épouse le prince, il est écrit que les belles-sœurs viennent célébrer le mariage de Cendrillon. Il est même pas dit qu'elles viennent pour la faire chier, ou pour se moquer d'elle, ou d'une autre manière, ou je sais pas quoi. Il est vraiment juste dit qu'elles viennent pour célébrer le mariage. Et en fait, au moment où elles vont rentrer dans l'église, elles se font crever l'œil par genre des hallebardiers ou je sais plus quoi, mais genre elles se font littéralement crever un œil chacune, et au moment où elles ressortent, elles se font crever l'autre œil. Donc en fait, les deux belles-sœurs finissent complètement aveugles. Et il y a une version aussi, je crois, dans laquelle, comme à la fin de Blanche-Neige, la belle-mère finit par être obligée de danser jusqu'à la mort avec des souliers en métal chauffés à blanc. Donc bref, le body horror, encore une fois, il est présent chez les frères Grimm, il est présent dans cette version traditionnelle du conte de Cendrillon. Donc le film a eu à cœur de le remettre au goût du jour, parce que c'est vrai que souvent on critique le fait que en fait, bah, la noirceur des contes de fées est complètement oubliée souvent dans les versions plus modernes qu'on a. Euh, le lien d'âme entre les belles-sœurs et Helldriver, oui, si on veut. Euh, Ah oui, c'est les oiseaux. Pardon, j'ai dit que c'était des hallebardiers, mais c'est des oiseaux qui lui crèvent chacune un œil. Ouais, d'accord, ok. Bon, enfin, en tout cas, elles finissent avec les yeux crevés de toute manière. J'imagine bien, elles rentrent dans l'église. Oh, ben, elles se font crever un œil à l'entrée. Bon, sûrement qu'elles ont un peu mal, elles doivent crier un peu, mais ok, elles assistent au mariage. Et elles ressortent. Oh, elles se font crever le deuxième œil. Qu'elles devaient être complètement en train de pisser le sang pendant le mariage. Devait y avoir une ambiance incroyable ce jour-là. Enfin. Et donc, en fait, le film va non seulement remettre le body horror à l'honneur, alors même s'il va pas y avoir du crevage d'œil, on va avoir du body horror au moment où elle se fait refaire le nez, au moment où elle se fait coudre littéralement des cils sur les paupières, le moment, et donc effectivement la fin où elle se coupe les pieds, et aussi quand elle dégueule évidemment pardon, son ténia avec tout ce qu'il y a de bouffe qui va avec, et enfin ses tripes, et une sorte de, enfin pas vraiment ses tripes, mais on dirait, et tout un truc absolument dégueulasse, enfin bref. Apparemment les oiseaux ont fait ça pour les punir. Ah oui, je doute pas qu'ils font ça pour les punir, mais c'est quand même c'est pas gentil. C'est pas gentil. Le wedding planner a jamais été sollicité, ouais, c'est ça. Euh, et en fait, ce qui est hyper intéressant, c'est que dans ces scènes-là, le film va toujours aller plus loin que ce qu'on le pense. C'est-à-dire que ça commence notamment avec la scène où Elvira va se faire refaire le nez. Donc elle est amenée dans une sorte de cabinet de dentiste qui est en fait un cabinet de chirurgie esthétique, mais on sent que le mec, non seulement il fait sans anesthésie, puis il fait ça un petit peu à l'arrache. Et donc dans un premier temps, voilà, elle se fait refaire le nez, c'est pour ça qu'elle a une prothèse sur le nez toute une partie du film. Et en fait, avec une sorte de pic à glace ou de couteau à bois ou de je sais pas quoi, en fait, il va lui foutre un coup de pic qui va enfoncer avec un marteau sur soi-disant la petite bosse indiscernable qu'elle avait sur le nez. Et en fait, vous avez un plan large, donc on a quelque part parmi les illustrations, vous avez un plan large où le mec pose son pic sur la bosse du nez de Elvira et s'apprête à faire abattre son marteau dessus, tout ça sous le regard de la belle-mère qui prend son pied, hein, parce que la belle-mère elle est sûrement très très... Elle éprouve sûrement ce plaisir malsain à voir sa fille subir les mêmes choses qu'elle a probablement elle-même subies, parce qu'on sait c'est un réflexe assez humain en fait, quand vous avez souffert d'une chose, vous n'avez pas envie que d'autres gens s'en sortent mieux que vous. Et vous passez du principe... Enfin, on peut avoir facilement le réflexe de partir du principe qu'à partir du moment où vous avez traversé une épreuve, bah les autres doivent la traverser aussi. Et c'est pour ça qu'en fait, il y a souvent des traditions, des choses horribles qui se transmettent comme ça, un petit peu de mère en fille ou de père en fils, etc. Enfin, oui. Parce qu'en fait, on part du principe que, bah, en fait, moi j'ai subi telle chose, donc il n'y a pas de raison que tu le subisses pas toi aussi pour atteindre le même but, enfin, pour atteindre le même statut que moi, etc. Et donc voilà, comme on peut le voir sur cette image, la jeune sœur est plus ou moins horrifiée et la belle-mère prend un peu son pied. Voilà, c'est le fameux il faut souffrir pour être belle qui en fait qui est juste la tagline. Enfin, je me rappelle plus si la phrase est sur les affiches d'ailleurs, mais c'est un peu toute la morale du film, plus ou moins. Enfin, pas la morale, mais la direction du film. Et donc,
encore une fois, on a ce plan large où le chirurgien va s'apprêter à abattre son coup de marteau sur le pic qui va rentrer dans le nez de Elvira. Et en fait, à ce moment-là, sur ce plan large et sur ce rythme de montage, voilà, c'est ce plan-là, on a vraiment le réflexe d'imaginer que le plan va couper au moment où le marteau va s'abattre. Parce qu'on a trop l'habitude de voir ce genre de choses, vous savez, le truc un petit peu horrible va se passer, et au moment de l'impact, on va avoir un écran noir et on va éventuellement avoir un bruitage assez dégueu, assez évocateur, mais en tout cas le plan va couper et en fait l'horreur est suggérée et ça suffit. Moi j'étais persuadée que c'est ça qui allait se passer. Et en fait pas du tout. Le film va faire continuer le truc. Alors non seulement on voit le truc s'abattre, alors on n'a pas un gros plan avec genre le nez cassé et tout machin, mais en fait on voit ce qui se passe, on voit la réaction, enfin le regard horrifié de la petite sœur et le regard plein je sais pas, de jubilation de la belle-mère, et ça continue. Et Elvira crie, et il y a un autre coup qui s'abat, et Elvira hurle, et il y a un autre coup qui s'abat, etc. Et en fait la scène dure. Alors elle dure pas des heures, mais en tout cas elle dure beaucoup plus que ce à quoi on s'y attendait, que ce à quoi on est habitué. Et à ce moment-là on se dit waouh, le film en fait utilise vraiment le montage et son rythme extrêmement étrange pour en fait faire vraiment ressentir l'horreur de la chose. Et c'est quelque chose aussi qu'on va avoir dans différentes scènes, je vais pas toutes les énumérer, mais au moment où Elvira... ah oui, alors au moment aussi où elle se fait coudre des cils, ou vraiment le moment où le crochet va rentrer sous sa paupière pour coudre des faux cils, et re-rentrer sous sa paupière pour coudre une nouvelle petite touffe de faux cils, etc., etc. En fait, on va vraiment avoir une scène là aussi qui boude pas son plaisir et qui va vraiment insister sur la nature du body horror qu'on est en train de nous montrer, sur vraiment sur la... comment dire, sur la chair qui est en train d'être torturée, on va dire. Et encore une fois, ça c'est... Enfin, comment dire, tout le détail, tout le soin et tout le temps qui est accordé à la représentation de ce body horror, c'est le détail, le soin et l'importance qui serait accordé à la représentation de la magie dans un Cendrillon traditionnel. C'est ce que vous avez dans 3 Noisettes pour Cendrillon ou dans le Cendrillon de Disney, où en fait tout ça, tous ces moments, c'est ce qu'on va accorder à tout ce qui fait le merveilleux et la beauté du quotidien, enfin du quotidien, de ce qui arrive à Cendrillon, de toutes les manières que Cendrillon va avoir de voir son histoire investie par le merveilleux, et les coups de chance et les coups de pouce magiques, etc. Et ben en fait là on va vraiment ignorer tout ça pour basculer toute cette attention du côté de l'horreur, de l'horrible. Et c'est aussi ce qui se passe, vraiment c'est le summum, au moment donc vers la fin où Elvira va d'elle-même avoir le réflexe de vouloir se couper les pieds parce que en fait elle est complètement désespérée, elle ne veut pas avoir traversé tout ça pour rien, avoir fait tout ça pour rien parce qu'elle était enfin, elle commençait enfin à être reconnue, elle avait le premier rôle de son cours de danse qui lui était enfin décerné parce qu'elle commençait à être à devenir de plus en plus belle soi-disant aux yeux de sa professeure, comment dire, donc elle rentrait dans le moule, elle avait enfin réussi à séduire le prince, etc. Donc à la fin, quand il reste plus que l'épreuve de la chaussure de verre et qu'elle est en compétition directe avec Cendrillon qui a elle aussi séduit le prince de son côté, bah en fait elle prend elle-même le réflexe de vouloir se couper les pieds parce qu'elle peut pas avoir traversé pour ça, tout ça pour elle. Donc elle prend littéralement un hachoir et elle va se couper les orteils. Et encore une fois, là, on va voir ce qui se passe et le film va aller mais dans des extrêmes complètement délirants. Ah trop bien Cthulhu, bah, je suis très contente que tu l'aies vu et je suis très contente que tu l'aies aimé. Bah, justement, n'hésite pas à participer du coup, je suis désolée encore une fois, je relève pas tout ce que vous dites parce que pour des questions de temps et de concentration, parce qu'aujourd'hui je suis fatiguée, mais n'hésitez pas à alimenter de votre côté évidemment ce que je dis. Quand elle se coupe les pieds, vous allez avoir un plan qui est assez fabuleux. Sur en fait ses orteils parce que donc elle les coupe une première fois, en fait elle va tomber dans les pommes et c'est sa mère, sa belle-mère qui va devoir finir le travail entre guillemets, donc elle va finir de lui détacher ses orteils là et elle va lui couper ceux du deuxième pied, tout ça sous les yeux de la petite sœur aussi. Et en fait donc quand Elvira se coupe une première fois les pieds, enfin les orteils, elle arrive pas à les couper en entier, c'est à dire que les orteils vont être quasiment entièrement coupés mais ils vont tenir qu'un morceau de peau. Et en fait vous allez avoir un très gros plan, je sais pas tellement comment ils l'ont fait, un très gros plan sur les orteils qui sont coupés, mais sur vraiment en fait c'est un plan de profil par rapport aux pieds et en fait la caméra va passer dans le sillon entre les orteils, enfin dans la coupure des orteils parce que du coup les orteils comme ils tiennent plus qu'à un bout de peau, bah en fait ils tombent en fait plus ou moins, ils basculent et en fait vous avez cette espèce de sillon qui est créé entre ce qui reste du pied, enfin la base du pied, et les orteils qui pendent de leur côté, qui tiennent à un bout de peau. Et donc au milieu, vous avez effectivement, comme le dit Aisling, le sang qui pulse au milieu. Et donc il y a cette espèce de
flot de sang entre les orteils, et on est vraiment dans la représentation extrêmement graphique, extrêmement précise de tout ce que le conte de Grimm sous-entend dans son écriture, mais ne détaille pas, parce que dans Grimm, tout ça, c'est effectivement sous-entendu, parce qu'on nous dit qu'elle se coupe des morceaux de pied, mais on va pas... Merci Jessica. Mais on va pas évidemment détailler ça dans l'écriture de Grimm. On va pas dire les pieds ne tenaient plus qu'un lambeau de peau, le sang pulsait, c'était dégueulasse, il y en avait partout et tout. Comme je le disais pour les yeux crevés dans l'église, on sous-entend toute l'horreur de la séquence, mais on ne va pas la montrer. Et en fait, vraiment, The Ugly Stepsister va vraiment concrétiser et vraiment expliciter et illustrer ce que le conte est depuis le départ, et va vraiment mettre des images sur toute l'horreur qui existe déjà dans le conte en fait. Et ça, je trouve que c'est un pari fou, et le film va vraiment dans des extrêmes, encore une fois, en termes de body horror. Je dis pas qu'on n'a pas vu pire, hein, en termes de body horror, mais il va vraiment le faire naître là où on l'attend pas, et surtout le faire naître dans ce type d'histoire où on n'est pas habitué, alors qu'encore une fois, ce type de récit est vraiment inhérent, en fait, à la tradition du conte de fées. Sauf que, jusque-là, en image, on n'a jamais osé le montrer, ou très très peu. Et voilà, et là, le film va vraiment au bout de ce que nous ont raconté les frères Grimm, et je trouve ça complètement fou comme pari. En termes d'image, c'est à la fois magnifique et à la fois absolument glaçant. La Sister Alma, d'ailleurs, qui est Like the Man That She Is, et qu'elle est la seule personne responsable, vient faire un garrot à sa sœur qui est au plus mal. Ah oui, carrément. Ah oui, elle s'appelle Alma, la petite sœur, effectivement, j'avais oublié. Oui, absolument. Elle, voilà, parce que donc la fin, quand même, se conclut sur une image de sororité où, donc, du coup, c'est la petite sœur qui, elle, n'a pas encore été trop vampirisée par la mentalité de la belle-mère et qui va effectivement sauver sa sœur. Et à la fin, même si sa sœur, elle a... je crois que du coup elle s'est recassé le nez, je me demande si elle a pas, je crois qu'elle s'est cassé les dents aussi, je crois qu'elle a plus de dents, on l'a fait ou un truc comme ça, elle a les pieds complètement amputés, elle est dans le mal parce qu'elle a vomi ses tripes avec le ténia, bon bref. Ah oui, c'est vrai que c'est vrai, j'avais oublié, elle se fait insulter par sa belle-mère parce qu'elle s'est coupé le mauvais pied, parce que c'est pas le bon pied par rapport à la chaussure. Euh, Bref, à la fin, la belle-sœur, elle est redevenue beaucoup plus laide, entre guillemets, beaucoup plus monstrueuse qu'au début, parce qu'au début, elle est juste pas le coiffée, et elle a un appareil dentaire, et elle se trouve trop grosse, mais encore une fois, elle est très très loin d'être monstrueuse, et à la fin, effectivement, bah, évidemment qu'elle est 1000 fois pire que ce qu'elle était, et qu'en fait, à force de vouloir être belle, mais en fait, elle s'est complètement détruite, et que c'est souvent ce qui arrive aussi, malheureusement, dans la vraie vie, et... et la petite sœur, du coup, c'est la seule qui, voilà, bah, en fait, a encore grâce pour elle et qui accepte de voir une valeur pour elle, enfin, en elle, au-delà de son physique, et qui, du coup, veut l'emmener loin de là, même si sûrement qu'elles vivront une vie miséreuse, enfin, en tout cas, une vie pauvre, loin d'ici, mais que ce sera toujours moins pire que d'essayer de rentrer dans le moule du patriarcat. Et donc du coup voilà, ça se conclut sur un très beau message de sororité, même si voilà, on peut pas dire que la fin soit extrêmement positive non plus, hein, mais voilà. Ah oui, elle s'est recassé le nez en se bastonnant avec Cendrillon, oui. Cendrillon qui finit par avoir un dernier regard un peu de pitié pour sa belle-sœur, mais qui, voilà, hein, qui, comme toutes les autres femmes du film, essaie simplement de sauver sa peau, quoi. Et qui donc va l'abandonner à son triste sort. Et va courir dans les bras du prince, même si ça implique non seulement de mentir sur sa virginité, et si ça implique de ne pas faire sa vie avec celui qu'elle aime vraiment, à savoir le palefrenier, quoi. Et oui, absolument, on sait, enfin, Cendrillon, c'est une... pour elle, c'est moyennement un happy ending aussi, parce que elle va a priori être princesse et elle va sûrement pouvoir subvenir à ses besoins, en tout cas tant que le prince voudra d'elle. Le problème, c'est que le prince, qui a priori vraisemblablement un prédateur, qui est peut-être quelqu'un de violent, etc., on se doute que Cendrillon, en fait, elle sera pas heureuse non plus. Encore une fois, le merveilleux auquel elle a le droit, c'est simplement celui qui fait que c'est simplement celui qui correspond à la morale du conte, qui correspond pas au bonheur ou au bon ordre des choses, mais qui correspond simplement à au bon ordre des choses tel qu'il est vendu dans le conte original, encore une fois. Mais ça correspond pas à une forme de bonheur en fait pour les femmes, contrairement à ce que évidemment on voudrait nous faire croire le conte de Cendrillon au départ. Mais voilà, le merveilleux, le magique, comment dire, l'ordre des choses, le divin, l'alignement des planètes, etc. Dans le film, il existe tel qu'il est représenté dans le conte, mais il n'est absolument pas synonyme de bonheur, contrairement à ce qu'on voudrait nous faire croire dans le conte. C'est ça qui est très très bien géré dans le film, c'est qu'encore une fois, il s'agit pas du tout de transformer l'histoire de Cendrillon. Alors il y a des choses qui sont ajoutées, hein, avec le spectacle de danse, le moment où Elvira elle croise le prince dans la forêt, etc. Vous avez des choses qui sont un peu enrichies, on va dire, mais l'histoire
au départ, vraiment, l'histoire principale de Cendrillon telle qu'on la connaît n'est pas changée d'un poil. C'est simplement qu'elle est, encore une fois, avec une bascule de point de vue. Et, enfin oui, avec une bascule de point de vue non seulement de personnage, mais bascule de point de vue aussi du point de vue du narrateur, enfin en tout cas de la réalisatrice. Bah en fait, on a une toute nouvelle histoire, au contraire, qui naît. Et ce regard extrêmement saignant, grinçant, qui est porté sur le conte original, qui est de... En fait, oui, ce merveilleux, il existe, mais il n'est pas merveilleux. Il est merveilleux dans le sens où, oui, il fait intervenir une bonne fée, où oui, il fait intervenir une citrouille qui se transforme en carrosse, oui, il fait intervenir une belle jeune femme qui termine avec un beau et jeune prince, mais en fait, à aucun moment, ça ne correspond à une véritable morale souhaitable, ni à une forme de bonheur quelconque, ni à une forme de rêve, en fait, de quelque chose qui fera arriver qui que ce soit. En fait, c'est marrant parce que ce merveilleux, il existe, ce conte de fées existe, et il est... Enfin, il existe concrètement dans ce qui se passe dans le film pour les personnages, mais en fait, c'est un conte de fées que ne voudrait vivre personne. C'est hyper, je trouve que c'est hyper intelligent comme approche, c'est hyper marrant comme manière de penser les choses, c'est hyper intelligent et pertinent. Et si vous avez bu pendant ce stream à chaque fois que j'ai employé le mot hyper, vous devez être bien beurrés, les amis. Et en fait, ce qui est hyper intéressant encore une fois et intelligent, c'est que pour aller avec ça, aussi d'un point de vue esthétique, le film va toujours, donc ça marche aussi bien pour l'esthétique, pour la mise en scène, pour la photographie, que pour ce que le film raconte réellement. Euh, tout est beau, tout est beau à regarder, enfin, comment dire, tout, oui, oui, tout est esthétique, tout est beau, et tout suit la marche normale du conte de fées. L'histoire du conte de fées tel qu'il est censé être beau, magnifique, moral, etc. Donc tout est beau, mais rien n'est plaisant. C'est-à-dire qu'on a de magnifiques images, encore une fois, de ce festin rempli d'asticots, ou le corps en décomposition du père de Cendrillon, c'est absolument dégueulasse. Mais tout ça est filmé avec une photographie magnifique. C'est très très beau, encore une fois, on est dans un univers pictural, enfin on est dans quelque chose de très pictural, magnifiquement représenté, on dirait du Vermeer à plein de moments, enfin c'est vraiment, c'est magnifique. Et en même temps, on nous filme de manière absolument magnifique des choses absolument dégueulasses. Donc c'est voilà, on est vraiment dans l'idée que oui, tout est beau, mais rien n'est plaisant. Donc oui, tout correspond au conte de fées, mais rien n'est un conte tel que nous, on souhaiterait le vivre. Et en fait, à travers cette espèce de renversement du paradigme, bah, on nous montre le conte tel qu'il est réellement. Et en fait, ce qui est intéressant dans cette manière de montrer le conte tel qu'il est réellement, c'est qu'on le film pointe du doigt évidemment ce qu'est réellement le patriarcat, ce que sont réellement les dictates auxquels on doit auxquels on essaye de nous faire se conformer dans la vie réelle, dans la vie de tous les jours. Euh, Voilà, donc bingo, bonne idée aussi, oui, absolument. Bref, je trouve ça brillant de la part du film. Je sais pas si je suis claire dans tout ce que je dis. Je sais que je fais des digressions et que je m'interromps beaucoup et que je fais des interruptions parce que c'est parfois pas toujours facile de parler en live de manière fluide et construite, surtout quand on est un peu fatigué et tout, et surtout par cette chaleur. Mais vraiment, je ne peux, I can't stress enough à quel point ce film est brillant dans son approche aussi bien esthétique et narratif. Je trouve que c'est vraiment hyper, alors comme on dirait souvent, le fond et la forme sont parfaitement en accord. Je trouve que c'est extrêmement bien pensé, extrêmement bien exprimé, extrêmement bien mis en scène, vraiment, que ce soit au niveau de la caméra, de la photographie, de l'interprétation des acteurs. Ah oui, parce que j'ai pas dit, mais le casting est fantastique, hein. Merci de me rassurer dans le chat. Le casting est vachement bien. Encore une fois, comme je le disais au début, ces acteurs et ces actrices, je ne les connais pas, mais ils sont vachement bien dans le rôle respectif, tous autant qu'ils sont. Salut Osvin. Tu dis quoi? Tu peux pas rester, mais t'as hâte de voir la rediffusion. En tout cas, contente de voir un nouveau live critique. En plus, je ne connais pas du tout ce film. Vraiment, je vous le conseille. Le truc, évidemment, c'est que ce genre de film ne bénéficie pas d'une grosse distribution. Sûrement que vous êtes plein à ne pas le voir malheureusement distribué dans vos régions. Je ne sais pas exactement. Mais essayez, si vraiment vous avez la possibilité de le voir, vraiment, faites l'effort. Si ça implique de dégager du temps pour ça ou de se déplacer, etc. Vraiment, je m'engage, je vous dis, ça vaudra le coup, faites-le, parce qu'il faut soutenir ce genre de production, et que le film est vraiment étonnamment réussi, et que même si vous aimez pas, vous pourrez pas dire que c'était pas une expérience qui valait le coup, d'une manière ou d'une autre. Quand j'ai vu le film l'autre jour, j'ai vraiment pleuré premier degré sur la violence physique et psychologique subie par les personnages féminins. C'est aussi subtil que c'est évident, en fait, dans le body horror. Ouais, absolument. Witch, no, oui, complètement. Complètement, ça sent le film Shadows. Je sais pas si le film finira sur Shadows, mais ça pourrait 100%. Et alors, si jamais un jour ça devient une exclusivité Shadows, laissez-moi vous dire que je vous fais une watch party direct.
T'es pas sûr? Alors, Cthulhu, t'es pas sûr d'avoir compris pourquoi la scène de cul avec le palefrenier était autant détaillée avec des gros plans, peut-être pour démystifier l'amour. Alors en fait, je pense pas que ce soit pour des... Oui, bah alors parce que c'est vrai que je l'ai pas évoqué, mais il y a une séquence effectivement, donc on voit Cendrillon qui couche avec le palefrenier, alors que voilà, encore une fois, elle est censée être vierge pour le prince, gna gna gna. C'est vrai que c'est une séquence malaisante parce que à ce moment-là, on n'a pas tellement une nudité et en fait, on a vraiment un gros plan sur enfin c'est très cru, c'est-à-dire que Cendrillon vraiment alors c'est même si c'est filmé à moitié dans l'obscurité, qu'il y a des choses qui sont un peu suggérées, on a quand même vraiment Cendrillon qui se met à quatre pattes, qui vraiment écarte les jambes et le palefrenier qui arrive derrière et on comprend très très bien ce qui se passe. Et en fait pour moi cette scène elle est très crue pour différentes raisons, parce qu'en fait déjà elle se passe vraiment dans le regard de Elvira qui à ce moment-là on pense n'a à peu près aucune idée de ce à quoi ressemble le sexe. En fait c'est un personnage vraiment naïf Elvira, hein, qui encore une fois subit complètement la situation de devoir se retrouver projetée dans cette famille à laquelle elle comprend rien, enfin en tout cas auprès de Cendrillon, dont elle voudrait bien être la pote, hein, mais à qui ça matche pas, et en fait qui voit bien que sa belle-mère, enfin que sa mère attend des choses d'elle qu'elle ne saisit pas trop bien non plus, et en fait elle se retrouve tout à coup confrontée à une sexualité. En fait, c'est pas démystifié parce qu'à ce moment-là, cette scène-là, elle se passe bien entre Cendrillon et le palefrenier. Enfin, je veux dire, elle est crue, oui, mais c'est pas pour autant que les choses sont pas romantiques et pleines d'amour entre Cendrillon et le type qu'elle aime. Hein. C'est juste que voilà, nous, enfin, la mise en scène met pas l'accent sur l'aspect romantique parce qu'en fait, c'est la découverte du sexe par Elvira à travers cette image. Et effectivement, il se trouve qu'elle se trouve derrière les personnages à ce moment-là et qu'elle les surprend pas juste en train de se faire des petits bisous avec des mots romantiques, mais qu'elle arrive un peu dans le dur du sujet, quoi. Et du coup, elle doit être très très impressionnée par cette scène. Donc je pense que bah en fait c'est le but aussi qu'on le soit parce qu'encore une fois on est dans son regard, donc on est choqué parce que enfin choqué, a priori nous si on est adulte on comprend ce qui se passe, on n'est pas tant choqué par ce genre d'image, mais c'est à dire que jusque là le film nous a pas du tout introduit ni à la sexualité, donc ce sera beaucoup plus le cas par la suite, ni à la sexualité, ni à la nudité, et tout à coup ça arrive en plein milieu, et c'est vrai que d'habitude quand on nous parle de Cendrillon, on s'attend pas à voir son cul en gros plan, donc voilà, c'est un peu étonnant, et aussi bah, parce que ça vient vraiment en parallèle à la fin, le moment où Cendrillon, en fait on a un plan qui s'éloigne comme ça du château et Cendrillon elle est sur son escalier et le prince la porte, il dit oh ma belle vierge, en mode je vais vous épouser et tout, encore une fois dans cette lumière très laiteuse, très diffuse, très blanche qui enrobe tout ça un petit peu d'une sorte de filtre magique, fantastique de conte de fées, et en fait les deux scènes fonctionnent vraiment en parallèle parce que au moment où on a cette espèce de happy ending classique de conte de fées pour Cendrillon et que le prince dit ma belle vierge, tout ce à quoi on peut penser, c'est cette espèce de gros plan sur son derrière qui nous rappelle à quel point elle n'est pas du tout vierge et à quel point en fait cette atmosphère et ce happy ending de conte de fées ne fonctionne qu'en apparence et n'a absolument rien de réel, et qu'en fait dans ce happy ending, bah, en fait Cendrillon évidemment qu'elle abandonne l'homme dont elle était amoureuse et pour le plaisir de la survie, enfin pas pour le plaisir de la survie mais pour comment dire, pour sa propre survie, et et qu'en fait on a cette espèce de goût extrêmement amer qui fait que tout est filmé encore une fois comme un happy ending parfait de conte de fées, mais que nous ce qu'on voit c'est qu'en fait Cendrillon elle sacrifie son amour et en fait bah elle sacrifie tout parce qu'elle n'est pas vraiment vierge, qu'elle doit renoncer à l'homme qu'elle aime, etc. Et qu'en fait, ce happy ending est tout sauf un happy ending. Et donc, en fait, cette scène, elle peut choquer un petit peu, en tout cas, elle peut décontenancer avec encore une fois ce gros plan assez étonnant sur les fesses de Cendrillon. Mais en fait, c'est vraiment, elle fonctionne particulièrement quand tu la mets en parallèle de ce plan final qui est cette espèce de dézoom d'ensemble sur le château et sur Cendrillon qui tombe dans les bras de son prince, qui l'appelle ma belle vierge, etc. C'est vraiment l'ironie extrêmement amère en fait qui est entre les deux qui fonctionne aussi bien. Alors, d'ailleurs, la naïveté d'Elvira par rapport à la sexualité est montrée plus tard dans le film, quand elle prend son bain et qu'elle demande à Agnès de lire la poésie du prince, et quand elle lui dit tu crois qu'il veut dire quoi quand il parle de serpent. Ah oui, c'est vrai. Et Agnès lui répond avec un énorme blanc. Bah son pénis, oui, ce qui contraste complètement avec l'envie de romantisme d'Elvira et sa personnalité un peu fleur bleue. Oui, c'est tout à fait vrai. Parce que c'est vrai que là, on est dans un cadre en fait où, encore une fois, Cendrillon, c'est comme si elle avait conscience de vivre dans un conte de fées. Encore une fois, quand je dis que du coup conte de fées, là, je veux pas dire conte de fées dans le sens de quelque chose d'absolument euh, merveilleux, dans le sens bonheur absolu, etc. Elle a conscience de vivre dans un conte de fées dans le sens où elle a conscience d'être l'héroïne belle, jeune,
perçue comme vierge qui va épouser le prince. Et donc, en fait, pour elle, elle a une sorte de lucidité sur tout ce qui se passe et donc sur la sexualité, parce que donc elle n'est pas vierge, elle a elle-même voilà, connu la chose. Et qu'en fait, oui, elle est lucide en fait sur sa propre destinée, elle est lucide aussi sur ce que ça implique de moins joli, elle est lucide sur tout, simplement, elle est conforme. Donc en fait, elle peut s'en tirer dans cette espèce de jungle. Ça veut pas dire qu'elle va devenir heureuse, mais en tout cas, elle sait comment survivre et sa route est toute tracée. Alors que Elvira, elle, en fait, justement, elle a davantage la mentalité d'une jeune ingénue de conte de fées, du coup conte de fées version innocente, version naïve, où elle pense en fait, elle croit au bonheur, elle croit à l'amour, etc. parce qu'elle n'a pas du tout la lucidité de Cendrillon, simplement, bah en fait, le hasard fait que elle a pas le physique de l'héroïne de conte de fées, elle n'en a que la mentalité. Et donc effectivement, pour elle, le sexe, c'est quelque chose d'extrêmement abstrait, et donc elle a ces espèces d'images, parce que donc quand elle lit les poésies du prince, les poèmes du prince, elle, elle a ces espèces de moments, enfin de rêveries, où elle s'imagine rejointe par lui dans une sorte de champ de fleurs, avec une image, un filtre complètement rose, complètement doux, diffus aussi autour de l'image, où voilà, elle s'imagine tomber dans les bras du prince, et que lui, il serait fou amoureux d'elle, parce qu'en fait, elle ne vit, voilà, elle ne vit qu'une projection de l'amour à travers les poèmes qu'il écrit, et qu'elle lit de lui. Donc elle n'est que dans une représentation de l'amour, une représentation de ce que peut être le couple, et de ce que peut être l'amour, et de ce que peut être le conte de fées, en fait. Et qui est exactement la perception que s'en font justement les petites filles, et de manière globale les enfants ou les gens à qui on raconte des contes de fées. Elle est vraiment, en fait, elle est nous, Elvira. Elle est la personne à qui on a raconté des contes de fées quand elle était petite, et qui est encore dans cet imaginaire-là. Alors que Cendrillon, elle est l'héroïne de contes de fées, elle sait ce que c'est que le conte de fées, mais elle sait ce que c'est que le réel conte de fées. C'est-à-dire que Elvira, elle vit selon l'imagerie du conte de fées, et putain, Cendrillon, elle vit selon la réalité du conte de fées. C'est-à-dire qu'elle sait que le conte de fées, ce n'est que de l'apparence, ce n'est que une belle lumière, des beaux décors, une fée qui apparaît dans une lumière divine, un carrosse, une citrouille qui se change en carrosse, mais elle sait qu'en fait ça ne correspond qu'à une logique de survie patriarcale, et que il n'est pas question de bonheur, qu'il n'est pas question d'amour, pas question de romantisme, pas question de bonheur. Je sais pas, je trouve que c'est brillamment écrit en fait. Hein. Oui, Cendrier, la nouvelle version du conte. Voilà. Je sais pas ce que je peux. Enfin, j'arrive un peu au bout de mon argumentaire. Je suis sûre que je vais être très frustrée après, comme je crois que je dis un peu ça à chaque fois. Que je vais me dire putain, mais j'aurais dû dire ça aussi et ça, parce que ce film est trop génial, il est trop riche. Mais en tout cas, le film est vraiment décontenançant. Je suis pas sûre que ce soit un vrai mot, mais déstabilisant. Moi, je l'ai pas autant adoré que je ne l'aime maintenant. Enfin, je veux dire, quand j'ai vu le film et quand je suis sortie de la séance, je l'ai beaucoup aimé, mais vraiment il a grandi avec moi et je l'adore vraiment maintenant. Là où j'étais quand même encore un peu sous le choc au moment de sortir de la séance, parce que le film était plus ou moins tout ce que j'espérais, mais c'est vrai qu'on est décontenancé par pas mal d'aspects, qu'il y a des petits défauts par-ci par-là, etc. Mais décontenançant existe, d'accord, merci Chino de le confirmer. Moi je l'ai vu en projection presse avec. Oui, je trouve le film hyper. Je l'ai découvert en projection presse avec Geoffrey, et, et en fait, bah oui, on avait vraiment aimé, mais c'est vrai qu'en sortant, on était vraiment genre. On était. Bah oui, on avait vraiment aimé, et en même temps, on avait plein de choses à dire, et en même temps, on était étonnés par plein de choses, et. Enfin bon, on s'était pris un coup, en tout cas, on avait tout de suite la conscience assez immédiate d'avoir découvert quelque chose d'extrêmement spécial, et qui allait vraiment marquer l'année cinéma, en tout cas. Donc ça, c'est très, très cool, mais on savait pas à quel point on avait aimé, et en fait, maintenant, bah, je suis sûre que ce film, c'est vraiment un film passionnant, brillamment écrit, brillamment mis en scène, et que je l'adore, quoi. Et encore une fois, tout ça en dépit de tout ce qu'il représente de douloureux pour moi vis-à-vis de mon projet de court-métrage. Voilà. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? N'hésitez pas, encore une fois, à faire des remarques, à poser des questions, comme vous l'avez vu, c'est très utile parfois quand vous vous rappelez des passages du film que j'avais plus en tête, on en tire des choses intéressantes, donc voilà. Cette image, elle est tellement belle, incroyable. Mais ouais, enfin, pour résumer, vraiment, j'adore cette idée que on conserve l'histoire telle qu'elle est, on conserve l'intervention du merveilleux et de la magie du film telle qu'elles sont, mais que la bascule de point de vue
permet de ne contempler que le revers de la médaille du merveilleux, et que le revers de la médaille du merveilleux, c'est l'horreur absolue, c'est l'horreur pure. Et qu'en fait, ce qui est hyper intéressant, c'est qu'en fait, en allant chercher une version plus traditionnelle, plus ancienne, plus dure du conte, le film va réussir à en tirer un discours plus progressiste, beaucoup plus progressiste, parce qu'évidemment, vous l'aurez compris que le film est violemment antipatriarcal. Ce que tu trouves cool dans ce film, c'est qu'on se focus sur la monstruosité du corps quotidien, chose que The Substance avait du mal à faire. Ah, alors moi j'aime beaucoup The Substance aussi, donc mais il y a des parallèles à faire entre les deux films, en tout cas c'est sûr. Tu trouves le truc des Cthulhu, tu trouves le truc des asticots qui reprennent la robe tellement cool. Bah ouais, c'est trop bien, des vers à soie qui vraiment, du coup, sa robe est tout en soie, on imagine. C'est hyper beau cette image. Et là aussi, on a vraiment l'idée de, alors ça dépend si on est dégoûté par les vers ou par les asticots ou quoi. Bon, moi, c'est pas tellement mon cas, mais c'est vrai qu'évidemment, dans ce genre de film, que les vers sont plutôt synonymes d'une représentation horrifique. Et donc là aussi, on a l'idée qu'en fait, encore une fois, le monstrueux, ou en tout cas le dégueu et le merveilleux cohabitent, parce que de ces petits vers à soie qui sont moins mignons que des petites souris, ben en fait, il y a quelque chose d'absolument magnifique qui va en naître. Et en fait, c'est toute la nature justement du ver à soie, qui est bien une sorte de verre, même si... Enfin si, oui, qui est une sorte de verre, et qui en même temps crée l'un des tissus les plus précieux en fait du monde, quoi. Euh, donc qu'est-ce que je disais? Oui, pour résumer, donc encore une fois, on est sur le revers de la médaille du merveilleux, et surtout, voilà, on a un Cendrillon extrêmement moderne et extrêmement progressiste, engagé si on veut, enfin en tout cas assez cash dans son propos antipatriarcal, et en même temps tout ça en reprenant vraiment l'essence du conte et l'histoire telle qu'on la connaît déjà, et même en revenant à une version plus traditionnelle du conte, en repêchant vraiment dans les vieux trucs qui sont les pieds coupés et les aspects gore du conte, en se réappropriant réellement le body horror qui est déjà présent chez les frères Grimm. Le film va au contraire, encore une fois, juste avec une bascule de point de vue, tirer un récit complètement progressiste et complètement moderne d'un conte qui au départ a une morale absolument puantissime. Et je trouve ça super fort. Et tout ça encore une fois avec des images magnifiques et un casting de folie. Voilà. Alors tu dis, alors le conte de Perrault pour le coup est un peu soror sur la fin. Alors ça n'enlève rien à la misogynie du début, mais c'est une agréable surprise quand on voit à la fin que les sœurs de Cendrillon, après lui avoir demandé pardon, cette dernière les loge avec elle au château et les marie à deux messieurs de la cour pour un conte du 17e. C'est pas mal comme message. C'est vrai, la vie de ma mère, je vous jure, non, je vous aime, pardon, deux, excuse-moi. C'est vrai que c'était plus mignon, mais en même temps, voilà, c'était l'idée que Cendrillon, si on veut qu'elle soit une personne bonne jusqu'au bout, effectivement, elle peut pas être punitive, donc elle va faire preuve de pardon et de bonté, etc. Donc c'est vrai qu'à ce niveau-là, c'était plus positif, et c'est vrai qu'il y avait quelque chose, bah oui, de la beauté, enfin de la bonté, et donc de la beauté du personnage qui se traduisait là-dedans. Un peu plus de sororité, mais ça reste... ça restait quand même bien dans les clous, on va dire, de la morale pas ouf du conte par ailleurs, quoi. Euh, Voilà. Oui, oui, au niveau de la lumière et des décors, c'est vrai qu'ils ont réussi à faire quelque chose de dérangeant, mais c'est un peu ce que j'expliquais au début. Il y a vraiment cette manière assez incroyable de faire cohabiter le merveilleux et l'écœurant et le dégoûtant. Et comme je le disais, tout est... Mais comme on le voit là avec l'image où elle était sur le point de se faire coudre les cils dans les paupières, en fait on a cette lumière d'habitude laiteuse et blanchâtre et diffuse qui apporte quelque chose de très doux et de très d'un peu fantastique en fait, de quelque chose d'une rêverie à l'essentiel du film. Et en même temps sur ce plan là, bah, la lumière blanche est suffisamment poussée un peu trop pour que tout à coup ça devienne dérangeant et ça devienne oppressant et ça devienne une sorte de lumière de laboratoire, quoi. Euh, et donc on est vraiment dans cette espèce de mot d'ordre de tout est beau. Je peux pas le dire autrement, tout est beau. La lumière, les décors, les détails, les accessoires, tout est beau, mais rien n'est plaisant. Rien n'est agréable. Voilà. Je conclus aussi en disant qu'il faut que vous voyez donc 3 noisettes pour Cendrillon, avec donc ce petit content warning sur le fait qu'il y a des animaux morts à l'écran, dont j'ai pas réussi à trouver l'info sur internet, dont certains qui ont probablement été tués pour les besoins du film, et qui potentiellement, comme il y a du montage, il y a des coupes, c'est difficile de savoir à quel point c'est des effets ou pas, mais dont certains sont peut-être tués à l'écran, je ne sais pas exactement, enfin le renard en tout cas c'est possible. Donc ça c'est très dur, effectivement. Moi qui suis vraiment absolument intransigeante sur ce sujet, je suis très partagée vis-à-vis de 3 noisettes pour
Cendrillon parce que c'est un film que j'aime d'amour depuis que je suis petite, que je regarde à chaque Noël et tout ce que vous voulez, et en même temps, comme je suis... Enfin, vous connaissez, maintenant je rabâche tout le temps mon amour pour les animaux et mon engagement pour le sujet, voilà, ça c'est assez compliqué. Film d'époque, tout ça, tout ça. Mais donc voilà, si vous vous sentez d'attaque malgré tout, cette scène est courte, hein, le plan est court, etc. Voyez Trois noisettes pour Cendrillon, surtout que c'est un excellent complément du coup à The Ugly Stepsister et que c'est une adaptation aussi assez passionnante de Cendrillon. Voilà. Voilà globalement ce que j'avais envie de vous dire sur le film. J'espère que j'oublie rien. Ça fait combien de temps que je stream? On est sur une durée correcte ou je vous ai bâclé ça n'importe comment? Non, ça a l'air d'aller. Voilà, bah écoutez, je sais pas s'il y a beau... Donc je sais qu'il y a quelques personnes parmi vous qui ont déjà vu le film. J'espère que d'autres qui sont ici ce soir réussiront à aller le voir aussi, parce que c'est vraiment... Merci Chino. Parce que c'est encore une fois vraiment une curiosité incroyable et c'est vraiment cool de le découvrir au cinéma, encore une fois si vous y arrivez. Je ne peux qu'encourager et je vous rappelle aussi, si ça vous intéresse d'avoir quelque chose de plus... non seulement un autre point de vue, vous avez la critique de Léo sur le blog de Bon Chic Bon Genre, que je vous recommande par ailleurs, encore une fois, vous trouverez, si ça vous intéresse, ce type de thématiques qui sont traitées dans ce film, etc., vous aurez plein de choses, plein de sujets qui vous passionneront sur le blog de Bon Chic Bon Genre, et si vous avez quelque chose qui reprend un peu tout ce que je viens de dire en plus cadré et moins digressif, etc., vous avez aussi ma critique écrite du film sur écran large. Voilà. Ah, vous avez des frises? Merde. Ah, j'ai pas moi de mon côté. Euh... Maintenant que je le dis, peut-être que si. Bon, écoutez, de toute manière, si ça commence à bugger, ça veut dire que c'est le bon moment pour arrêter. De toute manière, je suppose qu'à cet horaire... Oh, quoique, je sais pas. Mais bref, mon matériel commence à chauffer aussi de ouf, parce qu'il fait quand même la canicule. Donc, merci Wells. Eh bien écoutez, je propose qu'on se retrouve bientôt. Alors comme je vous le disais, là l'été va être extrêmement sportif avec le déménagement. Donc comme d'habitude, je ne vous annonce pas dès maintenant quand sera le prochain stream. Mais j'essaie de revenir bientôt. J'ai surtout très envie de continuer à faire The Witcher. Mais voilà, il était hors de question que je ne vous parle pas de The Ugly Stepsister. Je rappelle un film de Emily Blichfeld, pardon, un jour ça rentrera, film de Emily Blichfeld, donc évidemment que maintenant je vais être au taquet pour voir ce que cette réalisatrice, qui promet déjà d'être incroyable, va faire par la suite, parce que ce film, c'est vraiment déjà une perle, c'est incroyable, vous aurez compris, j'adore ce film. Bref, donc on essaie de se retrouver très bientôt, que ce soit pour un stream critique ou pour un stream jeu vidéo, je pense que ce sera jeu vidéo parce que je vais pas avoir... à moins que je réussisse à caler un stream 28 ans plus tard, mais là ça arrivera quand même tardivement après la sortie du film, donc je sais pas. Bref, on se tient évidemment au courant sur les réseaux. Foncez lire la critique de Léo sur Bon Chic Bon Genre. Si vous avez envie d'avoir un résumé, foncez lire ma critique sur écran large. Et oui, absolument, Ishing, je ferai les nouilles rampantes du 26, tu fais bien de me le dire, je vais faire ma petite promo aussi. Vous le savez sûrement, car j'en parle régulièrement, mais peut-être aussi qu'en fait vous ne le savez pas, j'en sais rien. Je participe à l'émission des Nouilles Rampantes, qui est une émission Twitch qui a lieu pour le moment sur la chaîne Twitch de Thomas Hercouet, qui est une émission... Enfin, une émission Twitch et une version podcast aussi, au cours de laquelle, enfin pendant laquelle, une petite équipe composée de Thomas, de moi-même, de Clara Benjamin, de Boulet, donc Boulet l'auteur de bande dessinée, chez qui je vous ai envoyé faire un raid l'autre jour, et Chéri Crime. Donc cette petite équipe plus un ou une invitée en général, on se retrouve pour raconter des histoires d'horreur. En général, des histoires d'horreur qu'on a écrites nous-mêmes. Alors, soit d'après des témoignages qu'on nous a envoyés, soit inventées de toutes parts. En général, moi, j'avoue que j'invente mes histoires de toutes parts. Et donc, c'est très cool parce qu'on adore écrire des histoires d'horreur, on adore les raconter. Donc c'est ambiance très cool en mode soirée au coin du feu ou ou soirée de camping comme quand on essaie de se faire peur entre potes. Voilà, on raconte nos histoires d'horreur, mais c'est aussi très bonne ambiance. On rigole aussi, on parle avec les gens dans le chat, tout ça, tout ça. Je trouve que c'est toujours un moment très cool et donc la prochaine émission c'est le 26 et j'y serai. Et il faut d'ailleurs que je me grouille. Pas que je me grille, décidément, c'est terrible. Que je me grouille d'écrire mes histoires, donc soyez au rendez-vous le 26. Merci Eshing d'avoir pensé à faire la pub des nouilles rampantes. Et oui, ça s'appelle les nouilles rampantes, et oui, c'est bizarre, ça fait un peu body horror aussi. Enfin, en tout cas, ça fait penser à certaines images de The Ugly Stepsister, hein, quand elle vomit un petit peu tout ça. Mais en fait, c'est tout simplement pour faire la traduction littérale de creepypasta, pour rigoler un peu. Voilà.
Le Judith French Tour. Là, en ce moment, le Judith French Tour, il est un peu terminé. Là. J'ai passé la grosse période où j'arrêtais pas de donner des conférences. Il y en a quand même qui se préparent pour l'avenir, mais en tout cas, là, je respire un peu plus en termes de conférences. Heureusement, parce qu'avec le déménagement, là, j'aurais pas pu m'en sortir. Bref, voilà ce que j'avais à vous dire pour ce soir. Est-ce que vous voulez que je vous envoie faire un petit raid chez quelqu'un j'ai personne en fait. Oh, écoutez, il y a personne qui stream. Enfin, en tout cas, personne qui a besoin de mon aide, qui stream là dans les personnes. Enfin, à cette heure-ci. Donc, bref, dans ces cas-là, je vais simplement vous dire bonsoir. Merci à vous d'avoir été là. Merci Jessica aussi d'être passée faire un tour. Encore une fois, allez voir son blog. Bon chic, bon genre. On se tient au courant très vite. N'hésitez pas à me suivre sur les réseaux, puisque je vous y tiens au courant de tout. Alors pas Twitter, parce que là, ça fait longtemps que je stream plus. Oui, c'est vrai. Oui, bah oui. Non, mais j'ai vu qu'il y avait Seb du Grenier qui streamait, mais je me dis, est-ce qu'il a vraiment besoin que je lui envoie 25 personnes? Je ne sais pas. Mais si vous voulez que je vous envoie chez lui, je vous envoie chez lui. Mais je sais pas, je vais arrêter d'essayer de continuer mes phrases parce que j'y arrive plus. Bref, du coup, je vous envoie chez lui si vous voulez. Allez, hop. Merci beaucoup tout le monde et je vous tiens au courant très vite. Ah oui, ce que je disais, c'était sur les réseaux, mais pas sur Twitter. Je suis encore sur Instagram. Twitter, je suis vraiment à deux doigts de supprimer mon compte. Je le ferai bientôt. J'essaie juste de récupérer encore quelques trucs, mais en tout cas, je poste absolument plus sur Twitter. Donc c'est sur Blue Sky essentiellement. Voilà. Passez une très bonne soirée et merci beaucoup d'avoir été là, les amis. Hop. Oui, Dark Chirac, je suis d'accord. Donc c'est pour ça aussi. La moindre des choses, c'est que quand même je lui rends un petit peu l'appareil à ma petite échelle. Bref. Bonne soirée tout le monde. Bisous.